Chers amis de la Maison Heineken, bienvenue à notre table ronde intitulée « Italie, un nouveau défi pour l'Europe ». Je pense qu'on aurait pu même supprimer le point d'interrogation tellement c'est sûr que c'est un nouveau défi. Et cette manifestation organisée avec la Maison de l'Italie, dont je salue le directeur, Roberto Giacone, s'inscrit dans le cadre du cycle Europe, initié par M. David Capitan, président de l'Université franco-allemande, qui animera la soirée. Et lui-même, je peux le dire, est un grand connaisseur et ami de l'Italie aussi. Pas seulement de l'Allemagne, mais aussi de l'Italie. C'est aujourd'hui la 6e conférence proposée par nos deux institutions autour d'un thème lié à l'Europe. Cette conférence n'était initialement pas prévue à notre programme, mais la nouvelle donne créée par la Constitution en Italie d'un gouvernement anti-système et eurosceptique, alliant des partis aussi dissemblables que le mouvement 5 étoiles et la Ligue, nous a paru justifier l'organisation d'une table ronde spécifique. Je remercie nos intervenants d'avoir pu se libérer pour répondre à notre invitation de dernière minute. Avec l'Italie, l'un des 6 pays fondateurs de l'Europe, qui prolonge maintenant vers le sud l'arc des pays réfractaires et eurosceptiques d'Europe centrale, la déstabilisation de l'Europe, pour ne pas dire sa désagrégation, fait, dans le mauvais sens, un saut qualitatif. Désormais, le cœur même de l'Europe est atteint et celle-ci est confrontée à un défi existentiel. À peine arrivé au pouvoir, le nouveau gouvernement a remis en cause la position européenne au G7 en soutenant la proposition de Donald Trump d'inviter de nouveau la Russie. Plus grave encore, il vient, comme on le sait, de bloquer le débarquement des passagers de l'Aquarius, engageant ainsi sur la question migratoire une confrontation directe avec ses voisins européens, qui, il faut le dire, ne s'était pas jusque-là montré très solidaire avec l'Italie et la Grèce. Du point de vue économique, les intentions affichées par le gouvernement de Giuseppe Conte, baisse des impôts, augmentation des dépenses sociales, sont également de nature à provoquer des inquiétudes sur la stabilité de la zone euro dans un contexte marqué par une attitude de plus en plus critique des Italiens face à la monnaie européenne. L'Italie va-t-elle tourner le dos à l'Europe ? Quelles conséquences aura le changement de gouvernement en Italie sur l'Europe et les projets formulés par la France pour la relance de l'Union ? Quelle méthode de travail avec ce nouveau gouvernement italien ? Par une méthode de projet concret les attirant vers les pays fondateurs, comme la chancelière semble l'envisager ? Pour tenter de répondre à ces interrogations qui ne sont pas exhaustives, nous sommes heureux d'accueillir ce soir 3 spécialistes que je présenterai par l'ordre alphabétique. Monsieur Jérôme Fourquet est directeur du département Opinion et Stratégie à l'IFOP. Monsieur Alessandro Giacone est maître de conférences d'histoire contemporaine à l'Université Grenoble-Alpes. Monsieur Marc Lazare est professeur des universités en histoire et sociologie politique à Sciences Po et grand connaisseur de l'Italie. Je les remercie d'être présents ce soir et je passe la parole à mon collègue Roberto Giacone. Merci beaucoup, Christiane. Deux simplement pour remercier moi aussi avant tout les orateurs ce soir et pour remercier la Maison d'Allemagne qui nous accueille ce soir pour cette occasion où on parle d'Italie. On aura un match de retour à octobre quand à la Maison d'Italie il y aura un débat, une table ronde sur l'antisémitisme, aussi à l'occasion, hélas, du 80e anniversaire des lois d'interdiction fascistes contre les Juifs. Ce soir, on parlera bien sûr d'Italie et d'Europe. Marc Lazare, qui est ici présent, a inventé une formule très intéressante il y a quelques années. Peut-être ce soir il va la rappeler, de laboratoire politique.
l'Italie serait un laboratoire politique par rapport à l'Europe. C'est vrai que la chose vue de l'extérieur peut être très intéressante, voire vraiment alléchante, mais vue de l'intérieur par les Italiens, peut-être dernièrement, la formule effectivement pose quelques problèmes. Donc on est très curieux de voir ce que les spécialistes diront. Et je souhaite à tout le monde, naturellement, une bonne soirée et une bonne écoute de ces 3 grands spécialistes de l'Italie et de l'Europe. Merci, Madame et Monsieur les directeurs, de ces mots d'introduction à notre table ronde dans cette série consacrée à l'Europe. Au sein de la cité internationale qui a été construite après la Première Guerre mondiale dans un objectif de paix et d'entente entre les peuples, la situation actuelle est en quelque sorte un défi et il est merveilleux de pouvoir malgré tout continuer cette option des fondateurs de la cité en rassemblant des spécialistes de tous les États de l'Union européenne pour réfléchir ensemble sur ces développements politiques. La précédente conférence était consacrée à la question du Brexit et après le regard jeté vers le nord, nous nous tournons maintenant vers le sud avec le gouvernement actuel italien. La décision, après le référendum organisé par le gouvernement britannique en faveur du Brexit, a été un premier coup de tonnerre dans le ciel européen. Par la suite, les élections présidentielles françaises ont semblé marquer une certaine accalmie et l'élection du président de la République sur un programme très clairement et décidément européen avait semblé marquer peut-être la possibilité pour les autres membres de l'Union européenne de partir vers un objectif européen réaffirmé. Et depuis le discours de la Sorbonne, chacun le sait, les élections en Allemagne ont conduit à une coalition qui était peut-être moins simple au regard de cet objectif que ce que les commentateurs avaient pu imaginer auparavant. Les élections en Italie sont venues, là encore, ajouter quelques touches un peu sombres au tableau. Et c'est la question, par conséquent, à laquelle nous allons nous consacrer aujourd'hui. Elle pose des questions nombreuses, bien entendu la question des résurgences des mouvements nationalistes dans beaucoup de pays de l'Union européenne, en France notamment. Vous vous souvenez que la campagne électorale a tout de même été très articulée autour de cette question de la participation à l'Union européenne. En Allemagne, le parti AfD, qui s'est beaucoup profilé comme un parti opposé à un certain type d'Europe, alternative für Deutschland. Il s'agissait de trouver des chemins alternatifs un peu dans le même sens. Beaucoup de pays de l'Est de l'Europe se sont aussi, notamment dans le cadre de la gestion de la crise des réfugiés, marqués par une certaine prise de distance vis-à-vis des options qui avaient été décidées à plusieurs. Au plan interne également, les questions constitutionnelles en Italie sont intéressantes. Chacun a pu observer la position éminente que le président de la République a su occuper au sein de cette crise. Enfin, bien entendu, c'est l'équilibre politique entier de l'Union européenne qui se trouve quelque peu remis en cause au plan politique, sans doute. Les Brexit avaient marqué la disparition d'un allié assez proche de l'Allemagne dans le cadre des négociations européennes. Les changements politiques en Italie marquent là encore une rupture des équilibres. Au plan juridique, enfin, les projets d'évolution du cadre fixé par les traités pour l'Union européenne se trouvent là encore soumis à de nombreuses interrogations. Nous allons avoir l'occasion de faire le tour donc de ces nombreuses questions qui vont nous amener aussi à traiter de politique auxquelles certaines de nos conférences ont déjà été consacrées. Les questions financières, les questions de l'avenir de la zone euro, la question de la gestion des réfugiés dans l'Union européenne, autant de thèmes qui aujourd'hui divisent alors qu'ils devraient peut-être rassembler pour être mieux réglés. Pour faire le tour de cette question, les orateurs ont été donc déjà présentés et je vais me tourner immédiatement vers mon voisin de gauche, Marc Lazare, pour prendre la parole tout d'abord.
Merci de cette invitation. C'est pas sans émotion que je prends la parole ici, parce qu'à chaque fois que je venais, c'était à l'invitation d'un grand journaliste, Daniel Vernet, qui connaissait admirablement l'Allemagne, qui avait le goût pour le débat intellectuel et toujours une immense curiosité. Malheureusement, il est plus des nôtres. On a fait une petite répartition, comme on le fait toujours dans ces cas-là, et donc Monsieur le Capitaine m'a demandé d'abord de parler, on va faire un premier tour de table, donc de faire une première intervention dédiée justement au cas italien, en insistant plus sur la dimension interne, même si elle est en fait très difficilement dissociable de ce qui se passe en Italie envers l'Europe, et même envers l'Allemagne, bien évidemment, et envers la France, puisque au moment où on parle, il y a une tension extraordinairement forte entre le président du Conseil, Giuseppe Conte, et le président de la République française, Emmanuel Macron, sur la question des migrants, qui fait que M. Conte, qui devait venir vendredi, est en train de menacer de ne pas se rendre à Paris, et d'ailleurs de jouer la carte allemande en se félicitant de la position du ministre de l'Intérieur allemand sur la question des migrants. Alors, je voudrais, dans l'intervention préliminaire qui nous a été donnée, aborder 3 points. Le premier, c'est d'essayer de présenter rapidement ce que sont ces deux mouvements, le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Deuxième point, de réfléchir un peu sur les raisons de ce succès. Et troisième point, de développer une thèse qui m'est chère et que je partage avec un collègue italien qui s'appelle Ilvo Diamanti et donc que j'aurai l'occasion de présenter. Alors, vous l'avez dit, Madame la directrice, effectivement, c'est un coup de semonce très important qui est en train de se dérouler en Italie avec la constitution de ce gouvernement, puisque, à l'échelle de l'histoire de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est la première fois que 2 partis qu'on qualifie de populistes, je vais dire un mot évidemment sur cette définition, sont désormais au pouvoir dans un des pays fondateurs de la communauté européenne, dans la 3e puissance économique de cette même Union européenne et qui est aussi la 2e puissance industrielle derrière l'Allemagne et loin devant la France. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Ces 2 mouvements, la Ligue et le mouvement 5 étoiles, je le rappelle, au départ n'étaient absolument pas alliés. Et c'est un élément important à comprendre, y compris dans toutes les analyses qui sont proposées, et y compris en France, où très souvent on considère que ce gouvernement est l'émanation du choix de l'ensemble des Italiens. De ce point de vue-là, oui et non. Mais je rappelle que le mouvement 5 étoiles était tout seul pour les élections du 4 mars, qu'il a recueilli 32,7% et qu'il était en désaccord complet à la fois avec le Parti démocrate de centre-gauche et avec la coalition à laquelle appartenait la Ligue, qui d'ailleurs continue de maintenir ses liens encore aujourd'hui, c'est un des paradoxes de la situation actuelle, avec Forza Italia de Silvio Berlusconi, un petit parti qu'on peut qualifier ouvertement d'extrême droite, si ce n'est de parti néofasciste qui est Frères d'Italie, Fratelli d'Italia, et un tout petit regroupement centriste. Ces 2 formations, pour différentes raisons, si on a besoin de revenir dans la discussion, j'y reviendrai, ont finalement décidé de faire un accord qui s'appelle un contrat de gouvernement, ce qui est une grande première en Italie, cette idée d'un contrat de gouvernement, en tout cas entre 2 formations. Et ce contrat de gouvernement est un copier-coller de différents aspects du programme de la Ligue et du mouvement 5 étoiles qui n'avaient justement pas les mêmes objectifs. Alors, par exemple, pour aller très vite, la Ligue est d'inspiration plus libérale en termes économiques, beaucoup plus sécuritaire, notamment sur les questions d'immigration. Le mouvement 5 étoiles est une formation qui est beaucoup plus dans l'idée de l'assistance étatique, dans la protection étatique, de mesures sociales, de mesures écologiques, même s'il a aussi des points de tout à fait de grande fermeté sur la question de l'immigration. Mais quand on regarde attentivement ce programme, ce contrat de gouvernement, il y a au moins un fil rouge très important qui est l'affirmation de la nécessité d'exprimer la souveraineté nationale italienne. Et ça débouche évidemment sur la question du rapport à l'Union européenne, sur lequel Alessandro parlera tout à l'heure, mais je dirais un mot. Ils sont dans une posture de critique de l'Union européenne et en même temps, ils n'ont pas exactement la même manière de la critiquer entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue, ce qui sans doute sera un objet de tension dans ce gouvernement. Ces 2 formations populistes, pourquoi ? Évidemment, il y a tout un énorme débat scientifique
politologiques, philosophiques, historiques, sociologiques sur le populisme. Mais pour aller vite, on peut dire que c'est effectivement deux formations qui affirment l'existence d'un clivage, d'une opposition, d'un antagonisme irréductible entre, d'un côté, un peuple qui est supposé être uni, homogène, et face à une classe dirigeante qui est une classe dirigeante qui, elle aussi, est supposée être unie, homogène et complotant en permanence contre le peuple. La dimension du complot est très importante dans le populisme, dans cette vision qu'ont les populistes en Italie, comme d'ailleurs dans les pays européens. Mais Jérôme, sans doute, en parlera tout à l'heure. D'autre part, ces deux formations ont l'idée qu'il y a toujours des idées simples et qu'il n'y a pas de problème compliqué. Et que par conséquent, c'est l'affirmation d'une dichotomie essentielle. Eux et nous, bons, méchants, oui et non. Et les deux formations populistes se reconnaissent tout à fait dans ce type de pratique politique. Elles sont aussi caractérisées par le rôle particulièrement important d'un leader et la nécessité d'inventer des ennemis en permanence, qui renvoie justement à cette vision dichotomique de la politique. Et les ennemis pour la Ligue, et c'est une transformation très importante de ce mouvement, qui au départ, lorsqu'elle se crée en 1991, est une Ligue régionaliste, anti-méridionale, les terroni, on les appelle, c'est-à-dire les cutéreux en français, jouant sur un vieil antagonisme culturel et historique qui existe entre l'Italie du Nord et du Sud et qui a encore une forme de réalité aujourd'hui, et pro-européenne au départ. J'insiste, pro-européenne, et implantée dans le nord de l'Italie. Et à partir du moment où Matteo Salvini, il y a quelques années, a pris la direction de la Ligue, il a accentué la critique de l'Europe qui avait déjà commencé à partir du choix qu'a fait l'Italie de rentrer dans la zone euro. Et il n'y a plus une hostilité à l'égard des méridionaux, mais une hostilité aux immigrés, aux musulmans, aux Roms, qui menacent la civilisation, un rapprochement avec le Front National, une dérive explicite, assumée, sur des positions de droite extrême. Et l'autre ennemi, c'est donc l'Union européenne. Ce mouvement est un mouvement qui, au départ, je l'avais étudié avec Ilvo Diamanti, justement, avait comme modèle organisationnel un modèle du Parti communiste, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un parti autoritaire avec des structures lourdes, des organisations, comme on dit en Italie, collatérales, des associations, des syndicats, un journal, une radio, une forme de ce qu'on appelait classiquement en sciences politiques un parti de masse. Et c'est encore la structure de cette formation. Le grand changement, c'est qu'elle est devenue donc une Ligue nationale qui a percé en Italie centrale, dans les anciennes terres rouges, maintenant très rosées, de l'Italie centrale, et qui a même fait une percée dans l'Italie du Sud, ce qui est exceptionnel. Matteo Salvini a fait toute une partie de sa campagne dans le sud de l'Italie et récemment encore était à Brindisi pour soutenir les candidats locaux. Il a fait une moyenne de 8% des suffrages dans le sud de l'Italie. Le mouvement 5 étoiles est un mouvement ni de gauche ni de droite, comme il se proclame, en fait ayant des propositions de gauche classique, l'obtention d'un salaire minimum, par exemple, une série de dispositions sociales, des mesures de type gauche post-moderne, comme on dit, très écologiques, je l'ai déjà mentionné, et des mesures de droite sur les questions d'immigration. Mais c'est surtout un mouvement post-idéologique, beaucoup moins, si j'ose dire, vertébré que la Ligue, et très pragmatique. Et c'est pour ça qu'il peut changer à toute vitesse ses positions politiques. Il était violemment critique de l'Union européenne, demandant un référendum sur l'euro, idée complètement abandonnée, mais qui pourrait ressurgir très rapidement. Et la grande différence, et en ce sens-là, moi, ça m'intéresse comme chercheur, Roberto, certes, c'est plus difficile à vivre pour les Italiens, c'est que ce mouvement 5 étoiles a compris l'importance fondamentale du numérique. Et c'est un mouvement qui n'existe pas. C'est-à-dire que si vous allez en Italie, dans une ville italienne, vous ne trouverez pas le siège du mouvement 5 étoiles. Il existe virtuellement. Il existe par des plateformes numériques, notamment une qui porte le nom symbolique de Rousseau, allusion à Jean-Jacques Rousseau, allusion à la volonté générale, allusion à l'idée de la démocratie directe, contredite par la verticalité du mouvement, puisque tout le pouvoir appartient à la fois au leader apparent, celui qui l'a fondé, le comique Beppe Grillo, à Luigi Di Maio aujourd'hui qui est son leader, mais surtout à la famille Casaleggio qui a justement conçu la dimension des plateformes numériques. Donc c'est très nouveau comme mouvement, très original, qui est étudié et qui a été étudié par d'autres formations, y compris en France, parce qu'elle préfigure peut-être ce que sont les formes d'organisation de demain. Ces deux mouvements auront sans doute de fortes tensions
Parce qu'ils ont des points de désaccord qui commencent déjà à apparaître, y compris sur les questions d'immigration, on y reviendra peut-être. Il y a des nuances qui sont en train de s'exprimer au moment où l'Aquarius est dans les eaux internationales, avec ses plus de 629 migrants à bord, comme sur les questions du rapport à l'Union européenne, mais surtout parce que l'électorat du mouvement 5 étoiles dorénavant, fondamentalement, est dans le Sud, c'est-à-dire que c'est un électorat qui demande de la protection, de l'assistance étatique. Alors, et donc, ce qui se reconnaît dans la proposition qu'a fait le mouvement 5 étoiles de revenu de citoyenneté, repoussé maintenant d'ores et déjà à plus de 2 ans dans son application, alors que ça avait été un mot d'ordre fondamental du mouvement 5 étoiles. Et l'électorat de la Ligue, même s'il a percé, donc si la Ligue a percé dans le centre et le sud de l'Italie, est fondamentalement dans le nord, et c'est un électorat qui ne veut pas entendre de mesures étatiques parce qu'il est sur une mesure, disons, sur une attitude de défiance à l'égard de l'État. Donc il y aura incontestablement des tensions. Et d'ailleurs, sur la fameuse flat tax, c'est-à-dire la réduction de la fiscalité à 2 mesures, 15% et 20%, déjà le président du Conseil a dit que ça devrait se faire très lentement, au moins sur 2 ans. Donc il y aura sans doute des tensions, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Rapidement, pourquoi ce succès ? Et ça, c'est la grande question. Car aujourd'hui, ce gouvernement, qui sera traversé par des tensions et des antagonistes, qui durera ce qui durera, peut-être qu'il explosera vite, peut-être que du fait des attaques venues de l'extérieur et de paroles que je considère parfois très maladroites en direction des Italiens, ce mouvement se recompactera, si j'ose dire, d'autant plus que j'ai dit qu'il avait une ligne, un fil rouge, la souveraineté nationale, et je dois ajouter un autre fil rouge, qui est l'idée de la démocratie directe. Et j'y reviendrai dans un instant. Elle est fondamentale. Ils ont même créé un ministère, pour la première fois dans l'histoire de la République italienne, du rapport au Parlement et de la démocratie directe. Ils sont pour une multitude de référendums. Il y a des référendums abrogatifs en Italie. Ils veulent créer des référendums de proposition. Ils considèrent que le référendum, c'est ça, la vraie démocratie. Alors pourquoi ce succès ? La situation économique et sociale de l'Italie. Elle s'améliore depuis 1 an, mais le taux de croissance est un des plus faibles de la zone euro, 1,5. Le chômage se réduit, mais au profit de contrats à durée déterminée d'une précarité toujours très maintenue. Une situation caractérisée par de fortes inégalités, notamment dans le Sud, et d'une pauvreté qui s'est largement diffusée. Et je crois qu'on n'a pas pris la mesure de ce qu'a vécu l'Italie depuis la crise de 2007-2008, qui est le point véritablement fondamental de cette détérioration de la situation économique et sociale. L'Italie a été en récession. Son PIB aujourd'hui est inférieur à celui de l'Espagne. C'est un appauvrissement de l'Italie. C'est quelque chose que les Italiens vivent au jour le jour, avec en plus un creusement des inégalités par rapport à ceux qui sont les plus riches. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la volonté d'alternance, justement, vous y évoquez d'alternative dans le cas allemand, mais dans une autre configuration, c'est le cas en Italie, la volonté de mettre dehors ce qu'on a appelé en France le dégagisme, toute cette classe politique, et notamment les 2 principaux partis qui ont été pénalisés lors des dernières élections, Forza Italia, centre-droit pour aller vite, de Berlusconi, et le Parti démocrate, centre-gauche de l'autre côté. Et troisième élément fondamental, les migrants. Et les migrants. Et le fait que l'Italie se retrouve dans une situation caractérisée par 3 données qui ont été amalgamées par ces formations populistes. 1, une immigration régulière qui a beaucoup progressé. Il y a aujourd'hui 5 millions d'immigrés réguliers, 4 fois plus qu'en 2001, 8% de la population. Et quand on enquête, au terme de l'enquête Eurobaromètre du dernier Eurobaromètre du mois d'avril, pour les Italiens, quand on leur demande leur perception de la présence des immigrés, c'est 24%. 3 fois plus que la réalité. En France, c'est 2 fois plus que la réalité. Nous avons 9% d'étrangers en France. Les Français sont persuadés qu'il y en a 18%. En Italie, c'est 3 fois plus. Et par ailleurs, deuxième caractéristique, une population d'immigrés clandestins estimée à 500 000 personnes. Et troisième caractéristique, les migrants qui arrivent dans ces conditions épouvantables depuis 4 ans et pour lesquels l'Italie se retrouve en première ligne et a eu ce sentiment d'abandon par l'Union européenne, mais parlons clair, puisqu'on est en France, d'abord de la France, puisqu'une des mesures du gouvernement Valls et du président Hollande a été de fermer les frontières et que cette politique a été continuée par le président Macron, qui aujourd'hui considère que l'attitude du ministre de l'Intérieur est cynique et inhumaine. Donc ces éléments-là sont importants. Dernière chose, excusez-moi, je termine dans mon temps, j'espère. Pour moi, l'Italie est effectivement un laboratoire
des populismes. Ce pays a connu à plusieurs reprises des poussées populistes. On pourrait remonter au fascisme, qui avait une dimension populiste. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'expérience de ce qu'on a appelé l'uomo qualunque, le qualunquisme, c'est-à-dire l'homme quelconque, bon, qui a quelques points de comparaison avec ce qu'on a connu en France avec les poujadistes. Bon, c'est pour aller vite. Et puis, il a inventé un populisme d'abord dans les années 90. Et ce populisme, c'était le populisme d'un milliardaire qui considérait que la politique avait failli et que celui qui est capable de faire tourner une entreprise et d'être milliardaire peut prendre le pouvoir, et qui s'est présenté comme un outsider, comme quelqu'un qui allait tout changer, qui flattait effectivement le peuple et se présentant contre les élites en place. Et c'était Silvio Berlusconi. Remarquez qu'il a fait des émules. Donald Trump aux États-Unis, il a des émules maintenant en République tchèque, en Slovaquie, en Autriche. Il y a comme ça plusieurs chefs d'entreprise milliardaires qui considèrent que dorénavant, ils peuvent faire une série de promesses pour conquérir le pouvoir. Et maintenant, il a effectivement le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Alors, pour nous, pour Ilvo Diamanti et moi, dans un livre qu'on a publié en italien et qui sera publié en français, nous considérons que nous sommes rentrés peut-être dans une autre phase de notre démocratie. Et que cette phase de la démocratie, nous avons donné un nom, un néologisme. On appelle ça une peuplocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée que les populismes, qu'ils gagnent le pouvoir ou pas, sont en train de changer profondément les fondements de nos démocraties. Parce qu'ils affirment effectivement la souveraineté totale du peuple, qu'ils contestent ou qu'ils ne prennent pas en considération toutes les règles qui font la démocratie au sens moderne, c'est-à-dire les règles de l'état de droit. Je parle devant un juriste, donc je fais très attention à tout ce qui est justement forme de la Constitution au profit de la démocratie directe, parce qu'ils ont imposé leur manière de faire de la politique, parce qu'ils ont imposé leur thématique, parce qu'ils ont imposé leur temporalité, tout dans l'urgence, et que les leaders qui les contestent, quand bien même ils les contestent, parce qu'ils sont, eux, pro-européens, parce qu'ils sont respectueux de la démocratie représentative, sont obligés parfois de reprendre à leur compte les mêmes méthodes pour gagner les élections. Et le tout dans cette affirmation de la démocratie directe, qui s'est manifestée lors de la crise de la constitution du premier gouvernement Conte, lorsque le président de la République a dit « je refuse » au terme de l'article 92, Alessandro, je me trompe, 92, c'est mon étudiant, mais il sait beaucoup plus de choses, ex-étudiant, mais il sait beaucoup plus de choses que moi, l'article 92, il a dit « je ne peux pas vous nommer parce que le président de la République a la possibilité, c'est lui seul, de nommer un président du Conseil, et ce président du Conseil fait des propositions, et c'est moi qui décide si les ministres peuvent être nommés. » Eh bien, qu'est-ce qu'ont répondu ces deux formations? Un, ils ont dit qu'il faut faire une procédure d'impeachment. Ça, c'était le mouvement 5 étoiles, qui constitutionnellement n'avait quasiment aucun sens en Italie. Puis ils ont reculé au bout de 2 jours. Et la Ligue en appelait à une marche sur Rome, ce qui, dans l'imaginaire italien, était extraordinairement fort. Et ils ont développé l'idée, ce président s'oppose à l'élection populaire, au suffrage universel, ce qui était faux, puisque, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'ils n'étaient pas ensemble au départ. Et ils ont dit qu'il a été élu par la précédente Assemblée. Le président de la République est élu par la Chambre des députés et le Sénat. Donc, il est illégitime. Or, il a été élu pour 7 ans. Et au terme de l'état de droit, il était tout à fait dans son rôle. Mais justement, thèse de la peuplocratie, littéralement, la preuve administrée par cette controverse, non, c'est la souveraineté populaire qui l'emporte. Et je termine là-dessus, cette peuplocratie aujourd'hui prend une ampleur considérable parce qu'elle est relayée par cette formidable révolution sur laquelle nous n'avons pas assez réfléchi, notamment les partis traditionnels n'ont pas compris, qui est le numérique. C'est une révolution considérable qui renverse tous les rapports entre citoyens et les élites et les classes dirigeantes et les responsables politiques. Ces mouvements l'ont compris et par conséquent leur proposition de la souveraineté populaire est amplifiée par les moyens du numérique. Cette peuplocratie n'a pas triomphé. Bien évidemment, il reste des règles d'état de droit en Italie comme ailleurs, mais elle est une potentialité, une dynamique, et en ce sens-là, l'Italie est un laboratoire. Grand merci pour cette brillante entrée en matière qui a replacé le cas particulier de l'actualité politique de l'Italie de ces dernières semaines, à la fois dans une tradition, dans des éléments de permanence, une façon de gérer les questions économiques, la tradition politique du recours un peu au chef issu du peuple lui-même. Vous nous avez rappelé
également les éléments conjoncturels, parfois comme la question du traitement des réfugiés, qui est évidemment là, lié à la conjoncture internationale, et puis les éléments plus structurels sur lesquels on peut s'interroger aujourd'hui, comme la place du numérique et la manière dont la notion de démocratie se trouve remise en cause en quelque sorte, ou trouve à s'exprimer d'une nouvelle manière. Les parallèles avec la vie politique allemande sont également intéressants à faire. Le parti des pirates a été une tentative en Allemagne, alors qu'il a, d'une certaine manière, fait un peu long feu, puisque ce parti qui est apparu avec justement cette volonté d'organiser une démocratie directe par recours immédiat aux techniques du numérique, finalement, n'occupe plus une place de premier plan dans la vie politique allemande, pour dire les choses de manière extrêmement nuancée, puisqu'on n'entend plus du tout parler. Vous avez parlé également de la manière dont une coalition s'était fondée sur un pacte à l'allemande aussi. Je crois que c'est ainsi en Italie qu'on l'a nommé le contrat de coalition. Alors l'emprunt est peut-être un peu rapide. On a vu en Allemagne, particulièrement cette année, la manière dont un contrat de coalition s'établit. Ça prend plusieurs semaines, ça prend plusieurs mois. Il est vrai que l'Allemagne s'est un peu italianisée avec un premier tour de négociation qui a fini par exploser lorsque le FDP a décidé de ne plus continuer les négociations. Et puis ensuite, la discussion pour mener la grande coalition qui est actuellement au pouvoir s'est lancée. Mais ces contrats de coalition de plusieurs dizaines de pages s'élaborent dans le secret des cabinets avec une négociation point par point. On a un peu l'impression que le pacte à l'allemande qui a été monté en Italie, il a été beaucoup plus rapidement et avec une façon de prestidigitateur qui mélange les cartes et qui en sort immédiatement un traité de coalition, un pacte de coalition d'une manière un peu différente. Toujours est-il qu'au centre de cette évolution en Italie, c'est bien la notion de démocratie qui se trouve. La question de démocratie, c'est aussi une notion extrêmement centrale dans la construction de l'Union européenne. Une des difficultés probablement de la construction de notre Union européenne, c'est d'arriver à la maintenir comme une structure démocratique, alors même qu'elle est composée non pas d'un seul peuple européen, mais d'une multitude de peuples nationaux. Et je vais me tourner donc vers Alessandro Giacone qui peut peut-être ajouter un éclairage sur les rapports entre cette crise italienne, s'il faut l'appeler de cette manière, et l'évolution de l'Union européenne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis honoré de venir parler ici à la maison Erich Heine, où j'étais souvent l'invité, et moi aussi je voudrais associer le nom, comme l'a fait Monsieur Marc Lazare, d'un grand journaliste, Daniel Vernet, qu'on a vu si souvent et dont j'étais proche. Alors, quand il s'agit d'essayer d'explorer les premiers pas de ce nouveau gouvernement italien, on a beaucoup parlé d'une crise qui a été très longue, qui a duré plus de 80 jours. Je voudrais en fait m'appuyer sur 3 types de documents. Un, c'est ce célèbre contrat de gouvernement dont il a été question entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Deuxième document, c'est le discours d'investiture qui a été prononcé au Parlement par le nouveau président du Conseil, Giuseppe Conte. Et enfin, les premiers événements de ces derniers jours. Ça ne fait que 3-4 jours que ce gouvernement existe. Il s'est déjà passé un certain nombre de choses. Un G7, une crise avec les migrants sur la question d'Aquarius et plusieurs déclarations à l'emporte-pièce. Alors, pour commencer, on peut penser que ce nouveau gouvernement italien ressemble à une sorte de ménage à 3, une sorte de triangle. Alors, nous avons au sommet un président du Conseil, Giuseppe Conte, qui n'a aucune légitimité électorale parce que c'est un inconnu du grand public, c'est un professeur universitaire qui a été mis en quelque sorte car les deux frères ennemis, Di Maio et Salvini, n'arrivaient pas à se décider pour savoir qui serait le chef de gouvernement. Donc nous avons au sommet Giuseppe Conte et nous avons à côté 2 vice-présidents qui sont donc Salvini, le leader de la Ligue, ministre de l'Intérieur, et ensuite Di Maio, leader du mouvement 5 étoiles, donc ministre du Travail. Alors, on a déjà vu, d'après les premiers pas, que le président du Conseil ne disposait pas d'une très grande légitimité. On l'a vu au début, quand il s'est agi de former ce nouveau gouvernement. De manière traditionnelle, un gouvernement se fondait, naissait toujours avec une interaction entre le chef de l'État et le président du Conseil désigné. Dans ce cas-là, on s'arrangeait. Il y a toujours eu des vétos, des accords, des propositions. Ça se passait dans le secret. C'était un événement assez inattendu que le président du Conseil désigné renonce une première phase en disant « je ne suis pas d'accord, je ne peux pas renoncer au ministre » à l'époque de l'économie qui s'appelait donc Paolo Savona. Il a dû consulter les 2 parties. Il s'est passé ce qu'il a été dit tout à l'heure et finalement un retour et finalement on a trouvé un compromis. Ça, c'est quand même un signe de faiblesse. Et en dessous de lui, nous avons ces 2 personnages, Salvini qui apparaît dès maintenant comme l'homme fort du gouvernement. Pardonnez-moi la comparaison,
sans doute pas à propos, mais j'ai l'impression de revivre un peu ce qui s'est passé en France entre 2002 et 2005, quand nous avions un ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui s'est affirmé d'abord et d'emblée comme l'homme fort du gouvernement. Vous aviez à l'époque un Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui était quasiment transparent. C'est une sorte d'inversion des rôles. Et ensuite, la crise des migrants l'a bien montré. Nous avons un mouvement 5 étoiles qui est mal à l'aise. Regardons ce qui s'est passé dans les dernières heures avec l'affaire du navire, du bateau Aquarius. Vous avez un ministre de l'Intérieur, Salvini, qui dicte la ligne, qui dit « nous ne laisserons pas entrer ce bateau dans les ports italiens ». Vous avez un chef de gouvernement qui, dans un premier temps, je parle de déclarations officielles et pas de ce qui se passe avec le président français, qui, dans un premier temps, remercie l'Espagne de son acte de générosité et qui déclare aussitôt aux journalistes « je ne parlerai pas d'immigration ». C'est-à-dire, c'est quand même le président du Conseil qui refuse de dicter la ligne. Et ensuite, nous avons un ministre du Travail, donc Di Maio, qui, lui, est très mal à l'aise sur la question des migrants. Sur la question de l'immigration, le mouvement 5 étoiles a des positions tout à fait opposées. D'un côté, vous avez des gens qui penchent clairement à droite, qui sont finalement sur la ligne de la Ligue. Vous avez aussi une composante dans ce parti qui est de gauche et qui commence déjà à réagir. Et nous avons eu des élections administratives, c'est-à-dire communales, hier en Italie. Et bien sûr, il est difficile de faire des comparaisons, mais le pourcentage de gens qui ont voté pour le mouvement 5 étoiles est déjà passé en l'espace de quelques mois de 32% à 8%. Mais bien sûr, il s'agit juste d'une donnée partielle liée aux villes où l'on a voté. Alors, la question... Il faudrait ensuite regarder le gouvernement, ce qui se passe aussi à l'étage en dessous. Et là, on voit que ce gouvernement naît d'un mélange assez subtil d'équilibre. Alors tout d'abord, le psychodrame qui a eu lieu sur le ministère de l'économie a été en quelque sorte réglé. Et donc, le nouveau ministre de l'économie qui s'appelle Tria, c'est quelqu'un qui est finalement dans une ligne classique pro-européenne. Et nous avons également un ministre des Affaires étrangères, Moavero, qui a déjà été ministre des Affaires européennes sous le gouvernement de Mario Monti. Donc c'est quelqu'un en principe sur une ligne européenne, pro-européenne. Mais vous avez en dessous, donc en tant que secrétaire d'État aux Affaires européennes, aux politiques communautaires, donc cet économiste Savona, qui lui aussi a eu un passé ministériel, mais qui a suscité quelques émois dans la presse, car, comme vous le savez, il s'est déclaré dans certains articles universitaires comme favorable à la sortie de l'euro. Donc voilà le cadre général dans lequel se trouve ce gouvernement. Alors, si on essaie de regarder 3 points assez rapidement, que dit ce contrat de gouvernement en matière de politique étrangère, d'immigration et d'économie ? Alors, lorsqu'on regarde les propositions en matière de politique étrangère, on peut être étonné parce que c'est très très court, très flou. En matière de politique étrangère, vous n'avez même pas une page où il est finalement réaffirmé l'adhésion de l'Italie à l'Alliance occidentale, en particulier le rapport privilégié avec les États-Unis. Et à côté, vous avez un seul point qui est abordé, c'est-à-dire la levée de sanctions, des sanctions vis-à-vis de la Russie. Vous savez qu'il en était question au dernier G7 récent au Canada. Finalement, la proposition a été mise en avant par Trump. Le président Conte a immédiatement dit « nous sommes d'accord pour la levée des sanctions », mais finalement, comme il a été dit tout à l'heure, l'Allemagne et les autres pays européens ont tout de suite dit qu'il n'en était pas question. Donc voilà, en ce qui concerne la politique étrangère. En matière européenne, c'est intéressant parce que c'est assez long, c'est-à-dire on a 2-3 pages sur les questions avec l'Union européenne, mais on avait tellement peur de heurter éventuellement que c'est simplement un copier-coller de quelques phrases qui viennent directement de traités européens. Alors, quand vous lisez ce programme en matière européenne, on y trouve notamment que l'Union européenne doit créer un espace sans frontières intérieures, on comprend pourquoi, le renforcement de la cohésion économique et sociale, l'instauration d'une union économique. En fait, c'est un programme qui reprend un certain nombre d'articles. Vraiment, en fait, c'est quasiment partout des phrases entre guillemets qui viennent du traité de Lisbonne. Et donc, il faut instaurer la parité des droits et des intérêts des citoyens européens, qu'il faut développer l'acquis communautaire. Donc, ça n'apparaît pas comme un programme européen déraisonnable. Et surtout, il n'est pas du tout question de sortie de l'euro ou du marché commun, alors que notamment le thème du référendum sur l'euro a été en tout cas soulevé pendant la campagne électorale. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela ? C'est que, après ce qui s'est passé avec le Brexit, le précédent, et surtout qu'on voit que ça ne se passe pas très très bien du côté de nos camarades anglais, le thème d'une rupture radicale avec l'Union européenne a été en quelque sorte abandonné. Mais encore une fois, c'est ce qu'il y a dans le programme de gouvernement et
il faut toujours voir les actes qui vont suivre et notamment les déclarations des principaux ministres. Alors, je voudrais encore aborder rapidement 2 points. Ce qui inquiète, ce n'est pas tellement les prises de position en matière européenne, mais c'est surtout les autres points du programme qui pourraient entrer en conflit, en fait, avec les autres pays européens. Alors, quels sont ces 2 points? Le premier, c'est le programme économique. Alors, les fondamentaux, en Italie, commencent à être un peu positifs. Il était question tout à l'heure, il y a un retour à la croissance de 1,5%. Le chômage baisse, mais il faut aussi dire qu'en Italie, les moyennes ne veulent strictement rien dire. Car nous avons une moyenne nationale, mais avec un taux de chômage qui est quasiment nul dans l'Italie du Nord, en fait, qu'un jeune sur 2 en Italie du Sud est toujours au chômage. Donc les moyennes ont leurs limites. Mais, et surtout, il y a des perspectives économiques qui, malgré tout, présentent quelques points négatifs. C'est que on sait très bien qu'à partir de 2019, il y aura un nouveau gouverneur de la Banque centrale européenne. Mario Draghi va terminer son mandat, ce qui suscite un certain nombre d'inquiétudes en Italie, que la politique de rachat de la dette publique va être abandonnée par la Banque centrale européenne dans quelques mois, et surtout que le spread, c'est-à-dire le différentiel des taux, a déjà commencé à augmenter. Il est aujourd'hui à 230, et en fonction des mesures économiques, il risque de s'aggraver. Alors, quelles sont ces mesures économiques ? En fait, il y a cette double tendance. D'un côté, un programme de droite, allègement de la pression fiscale, 2 taux d'impôt à 15 et 23%, et c'est encore pire, car en fait, au-delà de ces 2 taux standards, il est question de faire encore des exonérations d'impôts qui vont s'ajouter. Donc le taux pourrait même être plus bas. Et de l'autre côté, vous avez une politique sociale avec l'instauration de ce qu'on appelle un revenu de citoyenneté. Ce n'est pas un revenu de citoyenneté, c'est en fait une sorte de RSA, un peu à la française, avec un niveau minimum de 780 €. Donc, c'est un débat que la France a souvent connu. Qu'est-ce qui va se faire d'abord? Et en fait, d'après les premiers signes du programme de gouvernement, la priorité va d'abord être donnée à l'allègement des impôts pour les entreprises. Les particuliers et le revenu de base viendront en fait un peu plus tard, dans 2 ans. En fait, c'est un peu le même. On a vécu le même débat en France, et notamment avec la politique récente du gouvernement Hollande. On voit bien que le fait de retarder un certain nombre de mesures sociales à la deuxième partie du mandat risque de poser des problèmes. Alors, justement, sur ce point économique, une curiosité. Comment va-t-on financer ce revenu de base, ce revenu de citoyenneté? C'est très curieux de voir qu'il n'y a pas de couverture financière, mais dans le programme, il est prévu qu'en fait, ce revenu de citoyenneté, dont on estime le montant à 2 milliards d'euros, ça me paraît très très peu, mais c'est les chiffres qui sont donnés, vont être financés intégralement avec des fonds européens, avec le recours au Fonds social européen. C'est donc le premier paradoxe que je voulais pointer. Dernier thème, l'immigration. Alors, c'est bien sûr au centre de la crise aujourd'hui. Pour le coup, sur l'immigration, ça représente 5 pages du programme de gouvernement. C'est sans doute la partie la plus importante qui reprend en grande partie les idées de la Ligue. Alors, que trouve-t-on dans cette nouvelle politique d'immigration, faite de fermeture et également de priorité aux Italiens? Alors, il est fait allusion à 500 000 personnes qu'il faudrait rapatrier. Alors, je voulais ajouter une chose par rapport à ce qui est dit tout à l'heure. C'est vrai qu'en Italie, il y a aujourd'hui 5 millions d'étrangers. Le nombre de réfugiés est infiniment plus bas en pourcentage, en chiffres réels, par rapport à ceux qui ont, par exemple, été accueillis par l'Allemagne et par la Suède. Il y a eu également un phénomène sur lequel on n'insiste pas assez, c'est qu'au cours des 6 dernières années, il y a quand même 900 000 naturalisations. Donc, c'est vrai que la perception a été en partie faussée, mais également influencée par cette donnée. Donc, on estime que 500 000 personnes devraient être rapatriées. Cela aurait bien sûr un coût irréaliste, irréalisable. On estime qu'une expulsion d'un émigré coûte aujourd'hui à peu près 20 000 €. Donc faites le calcul et vous voyez qu'il y a de quoi plomber en fait une politique sociale. Mais là aussi, que réclame l'Italie? En fait, c'est pas simplement une fermeture des frontières, non, c'est au contraire une modification du règlement de Dublin, c'est-à-dire il faut demander aux autres pays d'en accueillir davantage. Alors là aussi, on voit un paradoxe. Nous avons en fait un parti populiste, la Ligue, Salvini, qui en fait demande à ses camarades européens, pensons par exemple à Viktor Orban, de faire une politique d'ouverture au nom de la solidarité nationale. Donc vous voyez que
Là aussi, paradoxalement, sur le thème de l'immigration, vous avez en quelque sorte un appel à l'Europe, comme si c'était l'Europe qui pouvait résoudre les problèmes. Donc c'est une dernière contradiction. Je vais terminer simplement sur un point. Est-ce que ce gouvernement va durer pendant les 5 années d'une législature? Ça semble assez improbable. Alors pourquoi? La majorité aujourd'hui est stable, c'est-à-dire elle est assez large, mais comme en Italie, la confiance est donnée à la fois par la Chambre des députés, mais également par le Sénat. Au Sénat, il faut 161 sièges, 161 voix pour tenir le gouvernement à flot. Aujourd'hui, cette coalition en a 171. Donc il suffit simplement qu'au premier désaccord, et je crois que les désaccords ne vont pas manquer, il suffit simplement qu'une quinzaine, une dizaine de députés, de sénateurs fassent défaut à la majorité pour que le gouvernement soit mis en minorité. Donc également affaire à suivre au cours des mois à venir. Merci beaucoup. Vous avez montré les grands fossés qui traversent les positions des deux partis qui constituent la coalition, les contradictions qui parfois au sein des propositions d'un même parti opposent une demande à une autre. On a un peu l'impression, quand on a suivi d'abord la crise des 3 ou 4 jours pendant lesquels le gouvernement s'est formé avec des renversements, des retournements de situation passionnants pour une part, inquiétants sans doute sous un autre point de vue, on a un peu l'impression de voir la succession des tweets du président américain, c'est-à-dire qu'on dit une chose et on dit son contraire en même temps, on apporte un discours très anti-européen avec un ministre de l'économie clairement pour la sortie de l'euro, et puis 2 jours après, finalement, on a une solution complètement différente avec, au contraire, un ministre, vous l'avez rappelé, tout à fait en faveur du maintien dans l'Union européenne, un contrat de coalition qui fait un copier-coller, nous disiez-vous, du discours le plus classique et le plus irénique que l'Union européenne est capable de produire. On est finalement complètement, et de manière un peu caricaturale peut-être, dans l'action politique d'un gouvernement qui s'appuie sur des forces populistes. Il y a là certainement des rapprochements à opérer dans d'autres pays de l'Union européenne. Et je me tourne donc vers Jérôme Fourquet qui, au sein d'un institut de sondage, a entre les mains d'abord les instruments de la démocratie directe moderne, puisque l'informatique à l'IFOP sans doute joue un rôle extrêmement central, que le rapprochement immédiat avec le peuple, ou en tout cas une extraction d'une population représentative permet de gérer tout cela au jour le jour. Vous êtes un des grands spécialistes de cette question et je crois que ce serait intéressant de voir comment on peut comparer tout ça au plan européen. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Donc déjà une précision, l'Institut de sondage n'a pas vocation à remplacer le suffrage universel, je le rappelle. Et je vais plaider pour ma paroisse. Marc Lazare a parlé d'une ère nouvelle, la peuplocratie. Moi, je pense qu'effectivement, le cas italien est un énième exemple du fait que nous soyons en phase de la montée en puissance d'un nouveau clivage, qui serait un clivage qu'on pourrait alors définir comme les tenants d'une société ouverte versus les tenants d'une société fermée. Pour faire simple, si on est adhérent du Front National en France, on parle des mondialistes contre les patriotes. Donc on voit à peu près à quoi ça renvoie. Un politologue scandinave avait forgé une grille d'analyse il y a quelques années maintenant sur les clivages historiques qui avaient généré des partis politiques et qui avaient été les clivages fondateurs de l'organisation du débat politique. Donc selon les pays, il y avait une querelle fondatrice. Donc dans certains endroits, c'était les laïcs contre les religieux. Dans d'autres, c'était les partis agrariens contre des partis citadins. Et puis, bien évidemment, avec la montée en puissance du capitalisme moderne au XIXe siècle, il y avait eu ce fameux conflit entre le capital et le travail qui avait donné naissance, alors il y avait des racines plus anciennes en France, mais au clivage gauche-droite. Ce clivage gauche-droite, il n'a pas disparu, bien évidemment, il est encore là. Mais il n'est plus central aujourd'hui dans beaucoup de démocraties. Pourquoi il est plus central ? Parce que toute une série de sujets émergents et qui deviennent de plus en plus centraux ne sont plus pris en charge ou ne rentrent plus dans cette grille de lecture des choses. Ça, c'est une façon de présenter. Ou, dit autrement, ces lignes de fracture sur ces nouveaux clivages parcourent
à la fois la gauche et la droite. De ce point de vue-là, c'est très intéressant de voir ce qui se passe en Italie, puisque les partis traditionnels n'ont pas disparu. Marc Lazare l'a rappelé, le Parti démocrate a encore fait des voix, le parti de Berlusconi également, mais ce ne sont plus eux les partis centraux ou les partis qui, si on était dans un modèle français à 2 tours, seraient en finale. C'est intéressant également de voir que cette coalition qui est aujourd'hui au pouvoir, qui incarne ce nouveau clivage, le camp populiste qui aurait gagné, eh bien, cette coalition, elle est formée après l'élection, alors que la Ligue part encore sous les couleurs d'une coalition de droite défiant une formation de gauche. Donc, et au final, eh bien, on a peut-être, dans les prochaines élections législatives qui auront lieu en Italie, une opposition entre des partis dits pro-européens, Parti démocrate et Forza Italia, versus des partis anti-européens ou eurosceptiques. Si on projette ça à ce qui s'est passé en France, eh bien, on a le même phénomène. C'est-à-dire qu'on a eu quatre candidats qui se tenaient dans un mouchoir au premier tour de la présidentielle, autour de 20% des voix chacun. Mais pour la première fois, on avait les 2 représentants de ce nouveau clivage, Macron et Le Pen, qui sont arrivés en finale et qui ont battu les représentants de l'ancien clivage, Fillon et Mélenchon, certes sur le fil, mais se sont imposés. Ce nouveau clivage, il n'est pas complètement neuf en France. On le connaît bien. Moi, je date son émergence, on remonte à 25 ans en arrière, à 92, précisément sur un référendum, le référendum sur Maastricht, où on a déjà la France du oui et la France du non, à 50-50. Réapparition en 2005 avec un autre référendum. Alors pourquoi le référendum ? Eh bien parce que c'est un mode de scrutin qui permet d'amalgamer des sensibilités diverses dans un même rejet. C'est ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que quand on rentre dans le détail, il y a beaucoup de choses qui vont opposer la Ligue au mouvement 5 étoiles, mais si on était sur un mode référendaire pour ou contre davantage d'intégration européenne, il y a fort à parier que les 2 partis mêleraient sans problème leur voix. C'est d'ailleurs sur cette logique référendaire qu'on a vu le surgissement aussi de ce nouveau clivage de l'autre côté de la Manche au moment du Brexit, avec là aussi les partisans du Brexit et les partisans du Remain qui se sont répartis au sein des 2 familles politiques traditionnelles, même si les équilibres n'étaient pas les mêmes, mais ça a donné lieu à cela. Et donc quand on prend un petit peu de recul, on voit que ce nouveau clivage, eh bien, il progresse partout. On a eu le cas aussi il y a quelque temps maintenant en Autriche. Alors l'Autriche a défrayé la chronique récemment avec la constitution d'un gouvernement national conservateur, mais avant cela, il y avait une élection présidentielle, alors qui n'a pas du tout la même portée en termes d'enjeux de pouvoir qu'elle a chez nous en France, mais qui était quand même symboliquement et institutionnellement très importante. Et le deuxième tour de la présidentielle s'était joué à très peu entre un candidat soutenu par les écologistes, très pro-européen, et un candidat qui était le représentant du parti FPO, qui était le parti d'extrême droite. Donc on a, et les 2 partis centraux au sens, j'allais dire, géométrique du terme de la démocratie autrichienne, le VP, le parti conservateur, et le SPO, le parti social-démocrate, lors de cette élection présidentielle, avaient été balayés par ces candidats qui étaient hors système, soit du FPO, soit d'autres. Donc c'est ça qui avait présidé à la rédaction d'un livre que je viens de publier, qui s'appelle « Le nouveau clivage », en comparaison la situation en Autriche, la présidentielle en France, le Brexit en Grande-Bretagne et puis l'élection présidentielle américaine, où vous retrouvez, alors bien évidemment avec des modalités spécifiques dans chacun des pays, il y a des histoires qui sont propres, mais des lignes de fracture sociologiques, géographiques, culturelles qui se répliquent partout. La thèse que je défends, c'est que la montée de ce nouveau clivage et de ces nouveaux partis, c'est le prix à payer de 30 ans de globalisation qui s'est répandu sur toutes les démocraties et toutes les économies occidentales. Et quand je dis globalisation, c'est à la fois la mondialisation des échanges économiques, les délocalisations, la concentration des richesses dans les métropoles les plus dynamiques, mais c'est aussi la poursuite d'une intégration politique, par exemple en Europe, ou du
multilatéralisme sur le continent nord-américain, excusez-moi. Et puis, le troisième point qui est fondamental, et je rejoins là Marc Lazare, c'est aussi la très forte progression des migrations qui produisent bien évidemment des effets majeurs dans les sociétés d'accueil. Et donc, tout cela a créé, si vous voulez, des chocs ou des bouleversements dans les sociétés occidentales, avec, si on caricature et je simplifie à l'extrême, une nouvelle grille de lecture qui serait un peu les gagnants et les perdants de la nouvelle distribution des cartes. Et si je parle de distribution des cartes, c'est parce que j'ai un faible pour la géographie électorale, et c'est tout à fait fascinant de voir comment ces lignes de faille géographiques se retrouvent de pays en pays. Alors je vais en dérouler quelques-uns, en reprenant par exemple les travaux du géographe Christophe Guilluy qui parle de la France périphérique, donc les grandes métropoles versus le reste du territoire. Alors c'est bien sûr, quand on regarde dans le détail, un peu plus compliqué que ça, mais on a exactement la même chose au moment du Brexit. On a la Grande-Bretagne, l'Angleterre périphérique, et le Grand Londres qui, à l'inverse, a voté pour le maintien dans l'Union européenne. On retrouve la même chose sur le vote Trump ou Clinton. Si vous regardez, par exemple, juste avec une métrique assez basique, on fait des graphiques sur le vote Le Pen et le vote Macron au deuxième tour en fonction de la distance à Paris. Bien, on a des étudiants de première année de sciences politiques seraient ravis. On voit une courbe tout à fait limpide où plus on s'éloigne de Paris, plus Le Pen fait des scores et plus Macron s'effondre. Et bien ça, le graphique, vous le reproduisez avec le vote Trump ou le vote Clinton. Sur New York intramuros, Clinton fait 90% des voix. 90% des voix. Et Emmanuel Macron fait, au deuxième tour, à Paris intramuros, 90% des voix. 90%. Le Brexit, pareil, on est à plus de 60% pour le Remain dans le Grand Londres, et plus on s'éloigne du cœur historique de la City et de Londres, et plus le vote Leave gagne en intensité. Je parlais de l'Autriche tout à l'heure, on avait exactement la même chose, c'est-à-dire que même si vous n'êtes jamais allé en Autriche et que vous ne connaissez pas l'Autriche, vous regardez la carte des résultats du deuxième tour et vous savez instantanément où se situent les villes. Il y a des taches plus claires et puis tout le reste est dans des zones, des teintes plus foncées qui symbolisaient les scores élevés du FPO. Donc centre-périphérie, premier clivage. Autre clivage géographique, les zones économiquement privilégiées, donc on a parlé des métropoles, mais ça peut être aussi, par exemple, les littoraux ou les zones touristiques qui bénéficient de la globalisation et de la mondialisation, qui votent, on va dire, correctement, et puis les arrière-pays qui votent de manière beaucoup plus critique. Autre ligne de faille géographique, on a, si vous voulez, les territoires qui symbolisent l'ancienne économie. Alors on va prendre au hasard les bassins charbonniers. Alors je ne suis pas spécialiste de l'Italie et je ne m'aventurerai pas de l'autre côté des Alpes, mais si on prend le cas du bassin minier du Pas-de-Calais, le fief du marinisme électoral, mais vous regardez en Grande-Bretagne le Yorkshire où le Pays Noir au Pays de Galles a voté massivement pour le Brexit, alors même que si on revient 40 ans en arrière, le Yorkshire était une des régions qui était la plus favorable à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CE à l'époque. Et on se transporte de l'autre côté de l'Atlantique. On a en tête les scores tout à fait impressionnants de Donald Trump dans la Rust Belt, la vieille ceinture de rouille dans la région des Grands Lacs, mais il fait aussi des scores tout à fait astronomiques dans les Appalaches, qui est un vieux bassin charbonnier qui était historiquement acquis aux démocrates. Et face à cela, eh bien, on a les forces opposés qui réalisent des scores tout à fait impressionnants dans ce qui pourrait être perçu comme les foyers de la nouvelle économie. Donc c'est la Silicon Valley, par exemple, en Californie, qui vote très massivement pour Madame Clinton. Idem pour un certain nombre de zones bien identifiées aux États-Unis qui sont les fiefs d'IBM ou autres, où il y a une concentration massive de chercheurs. Parler de la Grande-Bretagne, sortie de Londres, toute l'Angleterre, je dis bien l'Angleterre, vote massivement pour le Brexit, à l'exception de quelques enclaves qui s'appellent Oxford et Cambridge. Et chez nous en France, Emmanuel Macron, sorti de Paris, fait par exemple, pas très loin d'ici, des scores tout à fait massifs sur tout le plateau de Saclay,
où, quelques semaines ou mois après, c'est M. Villani, éminent mathématicien, qui va porter les couleurs d'En Marche et qui sera élu brillamment député. Donc on a cette ligne de faille, ces lignes de faille qui s'observent et qui se répliquent dans toutes nos démocraties, avec quelque part ceux qui ont le sentiment d'être du beau côté de la barrière ou d'avoir les armes et les outils pour pouvoir continuer à jouer la partie, et puis tous ceux qui estiment, à tort ou à raison, qu'ils sont du mauvais côté de la barrière ou qui sont les wagons rouillés de la mondialisation. Je pense que ça, c'est un défi central à avoir en tête. Et donc, il n'y a pas forcément ensuite de réponse politique cohérente. On le voit dans ce qui se passe actuellement en Italie. Et donc, on peut sourire des incohérences ou autres, mais moi, je le prends plus comme un cri d'appel au secours de toute une partie de la population de ces démocraties européennes ou occidentales qui ne veut pas être passé par perte et profit dans la globalisation. C'est pour ça aussi qu'il y a un retour très fort sur le thème de la souveraineté nationale, mais qui est aussi une souveraineté populaire, c'est-à-dire que on souhaite que son avis soit pris en compte. Alors, je vais faire une petite anecdote. Il y a quelques années encore, il y avait pas mal de journalistes anglo-saxons qui venaient nous demander mais pourquoi le Front National est si élevé en France, qu'est-ce qui se passe, comment on peut l'expliquer. Alors, en tant que Français, ça commençait un peu à m'agacer, et donc je disais, je m'en tirais par une boutade en disant mais vous savez, c'est parce que chez nous les pauvres votent encore. Et je constate que voilà, les journalistes anglo-saxons depuis 2 ou 3 ans ne viennent plus nous demander pourquoi il y a un vote aussi élevé pour le Front National en France, parce que il y a eu la réplique dans leurs pays respectifs. Et donc si on veut ensuite un petit peu avancer dans le propos, eh bien, je pense que voilà, on a la question économique avec la nouvelle polarisation des territoires et donc ces catégories qui sont laissées pour compte ou non. Il y a une déclinaison sondagière, nous on le voit très clairement, sur une variable qui devient de plus en plus centrale dans, j'allais dire, le caractère, de par son caractère prédictif. C'est pas qu'on fasse de la divination, mais dans le sens où elle est de plus en plus structurante des comportements électoraux, c'est la question du niveau de diplôme, du niveau éducatif. Là, vous pouvez prendre toutes les enquêtes sociologiques, ça marche aussi en Italie, mais en Grande-Bretagne, avec le Brexit, aux États-Unis, en France, le niveau de diplôme est décisif, puisqu'on a parler comme Bourdieu de partie de la population qui a la chance d'avoir un capital culturel, qui parle ou pas des langues étrangères et qui estime avoir les possibilités de retomber sur ses pieds en cas de perte d'emploi ou autre. Et puis une catégorie large de la population qui est beaucoup moins diplômée, qui, de par ce fait, est aussi beaucoup plus insécurisée sur le marché du travail et aussi face à ce qu'on appelait l'insécurité culturelle. Donc on a cette question de sa capacité à être armé, entre guillemets, économiquement et intellectuellement dans la globalisation. On a également aussi la question majeure et centrale du changement qu'on pourrait appeler ethnoculturel, avec des sociétés occidentales qui sont confrontées à une immigration de masse et qui vient déstabiliser considérablement des pans entiers de ces sociétés. Alors, ça n'a pas été mentionné tout à l'heure, mais on a parlé du choc migratoire italien. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire italienne, mais c'est d'autant plus frappant que l'Italie est historiquement un pays d'émigration. Et donc là, vous voyez des changements qui sont majeurs. Alors, cette question de l'immigration, elle est centrale. On l'a vu au moment du Brexit, où là, ce n'était pas les migrants de Calais, c'était les ressortissants d'Europe de l'Est qui ont occupé à leur corps défendant une place centrale dans la campagne des Brexiteurs. Aux États-Unis, c'est la question du mur à la frontière mexicaine. Et puis en France, bien évidemment, la question migratoire, elle était également centrale. En Italie, elle a joué un rôle majeur dans l'avènement de cette coalition. Et donc, il y a ces nouvelles réalités, la globalisation économique, le choc migratoire, qui vient, encore une fois, je me répète, déstabiliser des pans entiers des sociétés européennes qui cherchent, du coup, des réponses qu'ils ne trouvent plus dans les partis traditionnels. Et donc, soit on est, entre guillemets, encore une fois, plutôt du bon côté de la barrière et
On a soutenu un candidat en France, Emmanuel Macron, qui parle de relance européenne, d'adaptation, de transformation de notre modèle à la mondialisation. Soit on a toute une partie de la population qui n'attend rien de bon de tout cela et qui exprime soit son inquiétude, soit son rejet en votant massivement pour des formations dites populistes. Je terminerai juste par un dernier élément. On parlait du basculement de l'Italie d'un pays d'émigration à un pays d'immigration. Quand on regarde, par exemple, ce qui se passe en France, sur un autre plan, il faut regarder aussi les trajectoires économiques. Je m'explique. On a, avec cette globalisation économique, des cartes qui ont été redistribuées, des régions qui étaient jadis prospères et au cœur de l'activité économique, qui aujourd'hui se retrouvent être les wagons rouillés, la fameuse Rust Belt, et puis inversement des territoires qui historiquement étaient plutôt en recul ou à la traîne et qui aujourd'hui s'en sortent mieux. Si on extrapole ça au cas de la France, c'est tout à fait frappant. L'IFOP, c'est une vieille maison, donc j'avais retrouvé dans les archives de l'Institut une enquête qui avait été réalisée en 63, où on demandait aux habitants des différentes régions françaises, est-ce que vous avez le sentiment que votre région est plutôt en avance ou plutôt en retard par rapport aux autres régions françaises? Et donc vous aviez la carte du Front National aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait tout le nord-est du pays, industriel et charbonnier, qui se percevait comme étant le moteur économique du pays. Et à l'inverse, de Cherbourg à Perpignan, toute la façade ouest du pays, encore massivement très rurale. Je rappelle que sur cette façade ouest, dans les années 60, c'est encore 30% de la population active qui est agricole, alors que l'exode rural est terminé depuis longtemps dans le nord-est du pays, qui se sent complètement à la ramasse ou à la remorque. Et on a reposé la même question il y a 2 ans. Nous avons les résultats totalement inversés. Et quand vous regardez les résultats du vote, par exemple, Macron, c'est la géographie du vote Macron, c'est les grandes villes et cette France de l'Ouest qui, à horizon d'1 ou 2 générations, quand on regarde dans le rétroviseur, même si aujourd'hui tout n'est pas rose, on estime que la partie vaut la peine d'être jouée parce qu'on vit quand même mieux que ses parents ou ses grands-parents. Typiquement, l'ouest de la France que je connais bien, à 2 générations près, on est dans les fermes avec de la terre battue à l'intérieur. Et donc aujourd'hui, même si on est petite classe moyenne et que c'est pas toujours rose, on se dit qu'on a quand même pas mal progressé. Dans le nord-est du pays, à 1 ou 2 générations, c'est le plein emploi, c'est un modèle inclusif, assez paternaliste. Alors le métier, bien évidemment, les métiers étaient très durs dans l'industrie, mais avec une identité, un statut très fort. C'est exactement ce que Trump, la corde sur laquelle Trump a joué dans la Rust Belt, par exemple, en disant America is back, et sous-entendu, vous aussi, on va reproduire. Et regardons ce qui se passe aujourd'hui avec les quotas sur l'aluminium ou l'acier, c'est essayer de redonner de l'activité, une certaine fierté à ces territoires. Et donc, la réponse, notamment, peut-être il va en être question après dans le débat, sur comment on relance ou pas l'Europe, mais je pense qu'il y a une des questions fondamentales, bien évidemment, c'est le traitement de la crise migratoire, et puis c'est qu'est-ce qu'on raconte et qu'est-ce qu'on a à proposer à tous ces territoires ou ces pans entiers des sociétés européennes qui, de mon point de vue assez objectivement, peuvent se considérer comme ayant été sacrifiés ou laissés sur le bord de la route. Et donc, tous les soubresauts de plus en plus violents auxquels on assiste, pour moi, ce n'est que, si vous voulez, la mise en conformité électorale avec d'une réalité sociale et économique qui est celle de nos démocraties actuellement. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je vous remercie de votre attention. Un grand merci d'avoir mis cette science de la répartition de la population, de ces votes, au service d'une analyse qui nous permet de mieux comprendre comment en Italie et notamment en France, eh bien, des évolutions, des choix de société s'opèrent. Vous avez rappelé la grande faille entre ce que certains ont appelé les gens qui sont somewhere et ceux qui sont nowhere, les gens qui sont de partout et par conséquent de nulle part, qui sont connectés dans un monde très globalisé, et ceux au contraire qui sont encore ancrés dans une réalité qui parfois eh bien, peut sembler, ou en tout cas peuvent se considérer eux-mêmes comme étant
un peu à la traîne, le disiez-vous, dans ce monde du numérique sans frontières, les gens qui sont somewhere, quelque part, souvent dans les zones périurbaines ou les zones périphériques, et ceux qui sont nowhere, à partir des villes extrêmement connectées. Cela, évidemment, pose des questions nombreuses. Ils sont un petit peu laissés pour compte par la globalisation. La question qui se pose alors est de savoir si l'Europe est la première étape de la mondialisation et par conséquent une des responsables de cette situation dans laquelle ils considèrent qu'ils ont peu d'espoir, ou si au contraire, comme d'autres le pensent, l'Europe est justement le bouclier absolument indispensable dans un monde globalisé qui contient évidemment des menaces de concurrence, mais pour beaucoup, c'est la construction d'un marché de 500 millions de citoyens et de consommateurs et de producteurs qui nous permettra d'exister par rapport au marché américain, au marché chinois et à beaucoup d'autres. Donc la question du bouc émissaire ou au contraire du bouclier est une question qui se pose dans ce cadre. L'Italie est-elle un pays d'immigration, un pays d'émigration? Là encore, probablement, ça dépend beaucoup des populations. Il y a des populations qui immigrent maintenant en Italie, mais et le milieu universitaire le sait bien, l'Italie est aussi un milieu d'émigration et les difficultés économiques qu'elle rencontre conduisent beaucoup de cadres et beaucoup d'élites italiennes à quitter le pays pour aller tenter leur chance ailleurs. Combien de professeurs italiens dans l'université américaine, dans les universités françaises aussi, alors que les étrangers, probablement à l'université italienne, sont pour l'instant moins nombreux. Je propose de refaire rapidement le tour des orateurs pour donner à chacun la possibilité de reprendre telle ou telle thématique qui aurait été abordée par d'autres. Je me retourne donc de nouveau vers Marc Lazare, peut-être avec une question aussi qui est celle de la pérennité de cette coalition italienne dont on a parlé. Certains ont dit que la crise politique en Italie était une crise grave, mais qui n'était pas une crise sérieuse. Alors est-ce qu'il faut considérer qu'effectivement tout ça fait partie d'un jeu politique, la différence sur laquelle on a insisté entre les objectifs de Cinque Stelle et ceux de la Ligue sont fondamentalement opposés, de sorte que ça ne durera pas très longtemps, ou est-ce qu'au contraire des mouvements populistes finalement ne savent pas très bien ce qu'ils veulent, ils veulent le pouvoir d'abord, et à ce moment-là ils vont s'accorder autour de cet objectif immédiat? C'est toujours toujours difficile de faire des prédictions, mais c'est une transformation, en tout cas particulièrement sérieuse, qui affecte l'Italie et par conséquent l'ensemble des pays européens. Donc c'est toujours très difficile de prédire ce qui va se passer. Mais je crois que ça va être difficile pour eux pour plusieurs raisons, parce qu'on l'a dit, il y a des désaccords programmatiques, des désaccords d'intérêts électoraux, puis on ne l'a pas dit aussi, des rivalités entre deux leaders, Matteo Salvini d'un côté et Luigi Di Maio de l'autre. Et actuellement, j'avais le résultat d'un sondage là tout à l'heure, la Ligue est créditée, si jamais il y avait des élections, de 28% des voix, c'est-à-dire contre 17% aux dernières élections. Et effectivement, le mouvement 5 étoiles a tendance à stagner. Alors, il faut faire une toute petite nuance par rapport à ce qu'a dit Alessandro. Le mauvais résultat du mouvement 5 étoiles est aussi lié à la difficulté d'implantation locale de ce mouvement qui, justement, n'existe pas sur le territoire, alors que la Ligue est une organisation depuis la fin des années 80, début des années 90, qui est très implantée dans une partie de l'Italie et qui travaille justement les territoires. Donc c'est une des raisons de leurs difficultés. C'est l'autre raison, elle a été indiquée aussi, c'est que le mouvement 5 étoiles et la Ligue ont des bases, mais surtout le mouvement 5 étoiles. Je veux dire par là que la Ligue est, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus vertébrée, beaucoup plus structurée, et par conséquent, la popularité en plus de son leader, Matteo Salvini, fait qu'ils peuvent avaler éventuellement plusieurs couleuvres. Il y a une unité plus forte du mouvement. Le mouvement 5 étoiles, Alessandro l'a dit, il y a des tensions entre la sensibilité gauche, la sensibilité droite, et ça provoquera sûrement des problèmes. Et puis, il va y avoir des tensions entre ministres. Parce que dans la composition du gouvernement actuel, il y a effectivement, ça a été cité par Alessandro, au moins 2 ou 3 ministres qui ne sont pas affiliés à ces formations et qui sont justement des gens pro-européens qui ont immédiatement fait un certain nombre de déclarations. Et puis il y a le président de la République, il ne faut quand même pas l'oublier, et qui n'arrête pas de rappeler que l'appartenance, qui a indiqué des lignes rouges très claires, l'assainissement des comptes publics, premier point. Deuxièmement, l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne ne peut pas être discutée, et y compris l'argumente en fonction d'un certain article de la Constitution qu'on peut interpréter dans ce sens-là. Bon, il y a tout un débat entre constitutionnalistes là-dessus. Et troisième point fondamental, les valeurs de la Constitution.
les valeurs démocratiques et antifascistes. Et par conséquent, il va y avoir des tensions importantes. Puis il va y avoir des tensions avec l'Union européenne, avec les différentes capitales européennes. On le voit actuellement avec la France. La prochaine échéance pour le gouvernement de M. Conte, c'est le 29 et le 30 juin au sommet européen, où il y a entre autres la question de l'immigration qui est posée. Un acte fort a été fait par Matteo Salvini avec cette décision dont on a déjà parlé et qui aura certainement un impact. Sachant qu'en plus, il y a un élément moi, sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que ces ministres doivent agir à tout prix pour montrer la différence. Mais le problème, c'est que le seul sujet sur lequel ils peuvent agir, c'est celui sur lequel ils ont agi immédiatement, c'est l'immigration. Et donc, il faut s'attendre à une multitude d'actes de ceux qu'ont pris, du type de ceux qu'ont pris par Matteo Salvini. Je poussais le bouchon un peu loin, mais des arrestations dans les rues pour entre guillemets des rafles médiatisées par la télévision. Et si jamais un pays comme la France proteste, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres lieux, je vois très bien Matteo Salvini avec son sens de la médiation, de la médiatisation. Vous avez remarqué qu'il est toujours, il n'a quasiment jamais de cravate. Non, mais c'est très important parce qu'il veut montrer sa différence du point de vue de la gestuelle, du point de vue de son comportement. Il est capable d'emmener 300 personnes qu'ils auront ramassées dans la rue, d'arriver à Vintimille et de dire Monsieur Macron, vous les voulez, prenez-les. Et ouvrez vos frontières, prenez-les. Donc il va y avoir des tensions permanentes. Mais juste un point, je termine là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il adviendra. Je pense qu'il devrait y avoir des accords. Je pense qu'ils le savent parfaitement. Alors, quand on fait ce type d'analyse, on a toujours un défaut de surinterpréter la rationalité des acteurs. Mais je pense qu'ils savent très bien que ça ne pourra pas durer. Et que par conséquent, ils acceptent cela en sachant qu'à un moment donné, c'est un peu comme à l'époque de l'union de la gauche en France entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Savoir, on sait très bien que ça va exploser, mais il faut porter la responsabilité sur l'autre. En l'occurrence, c'est le Parti communiste qui l'a payé, et pas le Parti socialiste. Là, il va falloir dire, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Et pour faire quoi? Pour aller aux élections. Et là, par rapport à l'analyse dont je partage beaucoup des points de Jérôme, il y a un point de nuance. L'objectif de ces deux, c'est de dire aux Italiens, la prochaine fois, vous devez choisir entre nous deux. Et c'est même pas le front Parti démocrate, éventuellement Forza Italia. C'est-à-dire, Forza Italia est crédité de 9% d'intention de vote actuellement. Et le Parti démocrate reste à 18-19%. Mais leur objectif, aux deux, c'est de dire, d'après moi, on fait ce gouvernement, on sait qu'à un moment donné, il va y avoir une rupture, on va en rejeter la responsabilité réciproque, on va obtenir la dissolution des chambres parce qu'il n'y aura plus de majorité parlementaire, on va aller aux élections et on dira aux Italiens, il faut choisir entre le Mouvement 5 étoiles et la Ligue, et les autres compteront plus. Et dans ce cas-là, si cette prophétie se réalise, c'est une transformation majeure, parce que dans ton schéma, ce sera plutôt deux acteurs de la société fermée. Mais bon, là, on est dans la politique fiction. Ils sont en avance. On peut faire un parallèle avec l'histoire allemande. On est presque à la bataille de Sadova, la bataille de Königgrätz, comme disaient les Allemands. C'est-à-dire que la Prusse et l'Autriche se sont alliés contre le Danemark. Et maintenant, il va falloir savoir de la Prusse ou de l'Autriche qui va l'emporter pour garder le pays tout entier. Évidemment, les contraintes qui s'imposent à l'Italie et à son gouvernement actuel avec les objectifs qui sont les siens, en tout cas ceux qui sont affichés, sont nombreux. Dire qu'on veut diminuer de 500 000 le nombre des réfugiés, c'est très bien, mais encore faut-il trouver quelqu'un qui veuille bien les prendre. Or, comme chacun sait, quand on veut reconduire un étranger quelque part, il faut que le gouvernement du pays d'accueil veuille bien le reconnaître. C'est toute la question qui se pose actuellement avec les personnes auxquelles on n'accorde pas le statut de réfugié. On veut bien les reconduire, et encore faut-il que le gouvernement les reconnaisse, le gouvernement du pays d'origine, comme sien. Donc voilà déjà une contrainte. Tout petit point que j'ai oublié qu'il faut prendre en compte, c'est que ces ministres arrivent sans aucune, à part les ministres comme Moavero qui a déjà été ministre, ont très peu de compétences de diriger un ministère, et qu'il y a deux choses qui comptent. C'est la haute fonction publique italienne qui a déjà commencé à expliquer à Matteo Salvini que ce qu'il voulait faire, ça allait poser de vrais problèmes, exactement ceux que vous mentionnez, et d'autre part, ne jamais oublier la capacité extraordinaire d'inertie de l'administration italienne. C'est-à-dire, vous pouvez faire toutes les lois, tous les décrets-lois, et après, moi, tous les ministres de droite ou de gauche que j'ai connus m'ont dit qu'ils avaient passé 80% de leur temps à essayer de faire appliquer les décisions qui avaient été prises par le Parlement et qui étaient des décrets-lois. Et toute l'administration, déjà les experts, la haute administration explique que c'est très compliqué, et le reste de l'administration a le pied sur la pédale frein. Donc voilà, donc ça va être un gros problème pour eux, et comme pour tout populiste, l'épreuve de pouvoir est redoutable.
parce qu'il faut, à un moment donné, faire des compromis. Et ça provoque toujours des tensions internes. Pardon. Parmi les contraintes, des contraintes internes, les contraintes de l'administration, vous l'avez rappelé, mais les contraintes également de l'Europe, d'une certaine manière. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'on a vu l'affaire du gouvernement grec avec des positions aussi extrêmement anti-européennes d'une part, extrêmement révolutionnaires au plan économique d'autre part il y a quelques années. Et on a vu que le gouvernement de Tsipras, finalement, était un peu allé à Canossa et que les contraintes, pas seulement de l'Union européenne, mais aussi des marchés, l'avait contraint à rebrousser un peu chemin sur cette optique. Alors évidemment, l'Italie n'est pas la Grèce. Évidemment, le pays est extrêmement plus important, non seulement en termes de population, en termes d'importance politique au sein de l'Union européenne, en termes de difficultés économiques. Pour autant, l'Italie s'inscrit dans des réseaux financiers globalisés, s'inscrit dans le cadre de l'Union européenne. Les rapports à l'Union européenne vont-ils être un facteur de stabilisation de la politique italienne dans le futur ? Je pense qu'on peut faire la même analyse de ce qui a été dit sur le rôle en fait d'absorption que joue l'administration, en fait, la bureaucratie italienne. Le rôle du président de la République, et ensuite, il y a donc un troisième acteur, c'est bien sûr l'Europe. Et en fait, on voit l'Europe, c'est une sorte, quand vous avez un boxeur qui essaie de donner des coups de poing, si en face vous n'avez pas un autre boxeur, mais une sorte de matelas, le matelas se plie un peu, mais ensuite il rebondit en arrière. Et je pense que ce rôle est déjà illustré par ce qui s'est passé en fait par le dernier G7. Le dernier G7 a été précédé en fait d'une rencontre entre le nouveau président du Conseil Conte et Tusk et Juncker en fait. Alors, vous voyez un peu la manière de procéder Juncker, vieux démocrate chrétien luxembourgeois, qui a connu des dizaines et des dizaines de conseils européens, d'abord comme Premier ministre du Luxembourg et ensuite comme président de la Commission. Juncker a tout de suite dit qu'il comprenait le point de vue de l'Italie. Il essaie quand même d'absorber les coûts les plus importants. Alors, il a tout de suite été dit que la question de la sortie de l'Italie de l'euro n'est plus d'actualité. Mais il y a un autre souci. Est-ce que le programme de ce nouveau gouvernement ne risque pas de créer des tensions au niveau européen? Notamment, ce que craignent au plus haut point Tusk et Juncker, c'est qu'il y ait une répétition de ce qui s'est passé en 2011. Et on sait très bien que, encore une fois au niveau européen, on arrive à absorber un coût financier comme la question grecque. La question grecque, c'est plus ou moins 200-300 millions d'euros. On y arrive. Avoir une Italie qui pose problème quant à la fiabilité de sa dette, c'est en fait un choc qui ne peut pas être absorbé au niveau européen. Donc, je crois qu'il va y avoir un deal qui va se mettre en place, simplement parce qu'on l'a déjà vu avec les expériences précédentes, notamment avec celle de Matteo Renzi. On va dire, finalement, on va être un peu plus conciliant sur le plan économique, on vous donne une certaine flexibilité en échange de réformes. Donc, c'est plus ou moins ce donnant-donnant qui semble déjà esquissé lors des premiers pas. Alors, juste une question technique. Il ne faut pas confondre, en fait, ce qui est le pacte de stabilité, ce qui est prévu par le traité de Maastricht, c'est-à-dire que le déficit ne dépasse pas 3%. Ça, c'est pas un souci aujourd'hui. L'Italie est actuellement à 2,3%, donc il y a une marge de manœuvre que la France n'a pas. Et ensuite, il y a le Fiscal Compact qui n'est pas un traité de l'Union européenne, mais en fait c'est un accord intergouvernemental entre 25 États, tout le monde n'y a pas adhéré, qui lui est beaucoup plus sévère. Et en fait c'est par rapport à ce fiscal compact qu'en fait va se jouer cette flexibilité que l'Union européenne va certainement accorder avec modération, donc il y aura une négociation de part et d'autre. Merci pour ces précisions. Plutôt vers Jérôme Fourquet pour poser vous avez beaucoup expliqué le rapport, enfin la faille qui traverse nos sociétés, qui s'appuie sur une inscription géographique de ces populations qui est assez claire. Et c'est un petit peu étonnant dans un monde qui est très numérisé, très globalisé, où on pourrait imaginer que ces moyens de communication finalement aplatissent le territoire, le rendent... Alors il y a bien les zones blanches évidemment dans lesquelles il faut mettre un Internet un peu plus rapide, mais enfin tout le monde y a accès, en France notamment, en Italie également. Et est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction dans un monde dont on imagine qu'il est sans dimension puisque tout est interconnecté et en même temps, comme vous y avez beaucoup insisté, on a une répartition géographique très claire des positions politiques? Alors, effectivement, on est dans cette ère numérisée, mais on a encore toute une partie de l'activité humaine et économique qui est très physique, très concrète.
Et donc on peut avoir le très haut débit à un endroit, mais s'il n'y a pas les bonnes écoles, s'il n'y a pas les services publics, etc., eh bien ça crée des problèmes. Je voulais revenir sur deux points. On parlait tout à l'heure de l'Europe bouc émissaire ou l'Europe bouclier. Si on regarde par exemple en France ce qui s'est passé aux dernières élections, donc c'est pas nouveau, mais Marine Le Pen fait des scores très élevés chez les ouvriers. Et quand on regarde par sous-catégorie de population, on s'aperçoit par exemple, et c'est pas un hasard si cette catégorie-là de la population avait été figurée en bonne place dans sa campagne, elle fait ses meilleurs scores chez les chauffeurs routiers. Les chauffeurs routiers, c'est quelque part, et Macron est assez en pointe sur la question des travailleurs détachés. On est bien là-dessus, c'est-à-dire la mobilité, les déplacements et la mise en concurrence avec des salariés venant d'autres pays européens, avec un paquet fiscal ou un paquet social qui est incomparablement moins élevé. Le parti qui ressemble un petit peu au Front National aux Pays-Bas, le PVV, fait aussi ses meilleurs scores dans toute une série de territoires désindustrialisés. Il en existe aussi des vieux bassins textiles en Hollande, mais aussi il y a une campagne qui a été faite sur tous les hubs de la logistique. Les Pays-Bas sont un très gros pays exportateur où il y a une concurrence très forte entre les salariés autochtones et puis des salariés, j'allais dire, importés qui viennent d'autres pays européens. Donc il y a cette question qui est majeure et qui est centrale. Et si vous voulez, là je m'écarte un peu du sujet italien, mais si on regarde par exemple ce qui s'est passé il y a quelques années en France avec la crise des bonnets rouges en Bretagne, la Bretagne c'est une des régions françaises qui est la plus pro-européenne, mais dont l'économie était très fortement structurée autour d'un modèle agricole spécifique avec une forte filière agroalimentaire. Et il y a aujourd'hui toutes les filières agroalimentaires bretonnes, qu'il s'agisse du poulet concurrencé avec le Brésil, l'élevage porcin c'est avec l'Allemagne, l'élevage laitier c'est avec les pays du nord de l'Europe. Et donc il y a eu cette levée de bouclier qui a surpris beaucoup de monde en Bretagne parce que c'est dans l'ADN breton depuis très longtemps d'être pro-européen. Et donc on voit bien aussi cette mise en concurrence qui déstabilise, encore une fois, des pans entiers, soit du territoire, soit de la société. Ça, c'était le premier point. Puis, le dernier point sur le rôle d'amortisseur des institutions européennes. Je pense qu'effectivement, on le voit déjà dans le cas italien et on le voit aussi en France, dans les enquêtes d'opinion. Tout se passe comme si les gens qui avaient voté pour ces formations politiques estimaient que leur pays était embarqué dans un train qui roulait à vive allure dans une direction qui ne leur convient pas. Mais quand ils regardent par la portière, ils se disent que ce serait quand même très douloureux de sauter en marche. Et donc on est dans cette espèce de tension et on n'arrive pas à en sortir. Alors, comme on parle d'Italie, on pourrait utiliser la fameuse formule de Gramsci sur la crise. C'est quand le vieux monde qui n'arrive pas à mourir et le nouveau qui n'arrive pas à naître. Eh bien, on est dans cette espèce d'entre-deux. En France, dans les enquêtes d'opinion, y compris l'électorat frontiste, il n'y a pas de majorité pour sortir de l'euro. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe en Grande-Bretagne, alors même que la Grande-Bretagne ne partageait pas l'euro. Donc normalement, un Brexit, c'est moins difficile à mener, même si on voit que c'est très compliqué, qu'une sortie de l'Europe et de la zone euro. Et donc ça pose des questions. Je pense qu'en Italie, Marc Lazare parlait de la base sociologique de la Ligue, qui est le nord de l'Italie, très industriel, très intégré quand même à l'économie européenne. Les salariés, les patrons des PME et PMI du nord de l'Italie, ils vont regarder à deux fois avant de faire sauter la banque, éventuellement de voter s'il y avait un référendum pour la sortie de l'Europe ou de la sortie de l'euro. Donc on a une espèce de système comme ça qui est auto-bloquant. Et donc on peut se rassurer en estimant que ça va tenir. N'empêche que la colère continue de monter, et la colère est d'autant plus forte que eh bien, il n'y a pas de sortie à bon compte qui se profile. Donc on va, de mon point de vue, être dans une Europe qui est à l'arrêt, parce qu'avec la montée des populismes, les principaux dirigeants européens là vont eux aussi avoir le pied sur le frein en disant c'est très compliqué. On voit bien pour le cas d'Emmanuel Macron, sur qui peut-il s'appuyer en Europe pour relancer la construction européenne. Et dans le même temps, la montée de ces forces populistes, de mon point de vue, ne va pas aller, en tout
tout cas à brève échéance, sauf aggravation majeure, jusqu'à une rupture actée dans les urnes, puisque quand la question centrale de la sortie de l'euro se posera, eh bien, il n'y a pas de majorité à date dans tous ces pays pour souscrire à un tel scénario. Dire aussi peut-être qu'il y a dans ces mouvements populistes une espèce de convergence contre l'Europe, mais qui ne voit pas la seconde étape, qui est qu'une fois qu'on s'est débarrassé de l'Europe et que les populismes sont les uns contre les autres, on n'a pas beaucoup de solutions. On l'a bien vu dans les relations entre l'Italie et l'Autriche. Les mouvements populistes sont arrivés au pouvoir. La première proposition qui a été faite par le parti d'extrême droite autrichien a été de donner à tous les habitants du Tyrol un passeport autrichien. Évidemment, les Italiens n'étaient pas absolument d'accord avec l'idée de voir renaître cette vieille querelle que l'Europe avait un petit peu assoupie. Le cas du Brexit, de la frontière au sein de l'Irlande, est aussi quelque chose qui montre que les populismes sont un peu à courte vue. Mais alors, cela dit, nous avons abordé des sujets extrêmement nombreux. Je suis sûr que ceux-ci ont répondu pour une part à quelques interrogations avec lesquelles nous sommes arrivés dans cette salle. Merci à nos 3 orateurs d'avoir répondu à quelques questions, mais je suis certain qu'ils ont également déclenché beaucoup de questions au milieu de cette salle. Je crois que nous avons des micros. Je crois que le micro fonctionne pour autant que je vois. Et nous avons une question, monsieur, à gauche, au fond à gauche et au fond à droite également. Donc, peut-être. Merci. Je me connecte à ce qui a été si bien présenté, qui a été dit et qui respecte la vérité de l'Italie officielle. Et je me permets de poser 2 questions qui ne concernent pas l'Italie officielle. Beaucoup d'entre vous, peut-être plusieurs personnes d'entre vous savent que l'Italie est double. L'Italie a 2 jambes. Il y a l'Italie officielle qui parfois marche, parfois ne marche pas. Et les nouvelles concernant l'Italie officielle viennent des médias. Et les médias, ils ne sont pas tous indépendants. Donc je me accroche à votre exposé pour vous poser les questions suivantes. Savez-vous que l'Italie ne peut pas être connue, dévoilée, sinon sur la base d'une enquête sérieuse qui est faite sur l'Italie cachée? Savez-vous à quel niveau arrive l'Italie cachée? Savez-vous quelles sont les possibilités de l'Italie de progresser, étant donné que l'Italie officielle et l'Italie cachée ne sont jamais en équipe, mais sont souvent en contraste réciproque, en lutte, en bagarre, et parfois en surprise, et parfois en complot? Savez-vous que dans la gestion du pays de la part de l'Italie officielle des institutions, il arrive souvent que des agents de l'État travaillent pour l'État, font semblant de travailler pour l'État et travaillent pour eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'ils font des affaires privées sur le dos de l'État et qu'en conséquence, intervient un conflit d'intérêts. Savez-vous que le conflit d'intérêts en Italie, il y a 10 ans, était considéré un scandale et que maintenant, le conflit d'intérêts est répandu et accepté par tout le monde? Il n'y a personne qui se scandalise. Savez-vous qu'à cause de l'Italie cachée, l'Italie officielle a été assaillie par beaucoup de boulets aux pieds qui restent là? Savez-vous que Alors, monsieur, je crois que je vous remercie beaucoup de cette intervention. Je crois que peut-être qu'on peut la résumer. Et vous avez raison d'insister sur la question de cette distinction, peut-être entre deux réalités italiennes. Je suis certain qu'avec l'aide de nos interlocuteurs, nous allons réussir à lever le voile et très certainement le mouvement Cinque Stelle est peut-être un peu. On va prendre plusieurs questions successivement, mais peut-être sur celle-ci, quelqu'un veut reprendre la parole? Laissons-nous.
Alors, je reprends simplement un bout de votre raisonnement, c'est la question du conflit d'intérêts. Alors, c'est vrai que c'est l'un des éléments tout à fait centraux de l'Italie et qui se pose à la naissance de chaque gouvernement. Alors là, on a un gouvernement qui était présenté lui aussi comme une sorte de revanche de cette Italie cachée qu'on ne voyait pas contre les élites. En fait, il y a deux aspects importants. C'est que malgré tout, aussi dans le gouvernement, il y a des personnes qui ont des conflits d'intérêts. Il a été question notamment de la nouvelle ministre de la Défense. Et ensuite, la question du conflit d'intérêts a été au centre d'une proposition dans le contrat de gouvernement. C'est-à-dire, il s'agit de régler une fois pour toutes le conflit d'intérêts. Or, en fait, c'est une sorte de boomerang, parce que cette mesure a été pensée par le mouvement 5 étoiles contre notamment la structure du paysage audiovisuel avec Berlusconi, mais on se rend compte quand même dans la gestion de la plateforme du mouvement 5 étoiles, qui est une structure privée, qui engrange beaucoup de ressources, enfin qui permet à la famille Casaleggio, qui était son créateur, de gagner beaucoup d'argent. Il y a tout de suite une contre-proposition qui met en cause le conflit d'intérêts pour cette société. Donc c'est un vaste sujet qui sera certainement abordé dans les mois et dans les années à venir. Merci. Paul Arnaud, juriste pénaliste. Je veux vous demander, vous avez parlé de l'Italie de manière brillante. Quel est, selon vous, le rôle, l'office qui pourrait être dévolu à la Cour constitutionnelle si les évolutions sont incertaines, mais s'il y avait des ruptures au niveau de cette coalition et que on en vienne à prendre des tournures, des évolutions qui soient nettement anti-européennes. Est-ce que la Cour constitutionnelle aurait en elle-même la possibilité de faire référence au passé d'appartenance à l'Union européenne, à la communauté européenne et au traité Maastricht dès le départ? Est-ce que il y a un rôle de la justice de pondération, de tempérament à ce niveau-là? Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? L'Espagne a connu également une crise qui a trouvé sa solution il y a 1 ou 2 semaines. Elle avait débuté, cette crise, par des phénomènes de corruption. Est-ce qu'en Italie, ce sont des phénomènes aussi présents? Merci, monsieur. Je crois qu'on peut également prendre peut-être la question au fond à droite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions et le temps nous est compté. J'envoie une notion à gauche et à droite, mais on va les prendre peut-être deux par deux. Deux questions. D'abord, je voulais faire un peu le point sur les partis politiques en Italie. J'ai trouvé, il y a un petit parti, je ne sais pas ce que ça noue avec l'Italie. Est-ce que c'est un parti de centre-droit? Je voulais savoir, Frères d'Italie, c'est les successeurs du MSI. Et quelle différence idéologique avec la Lega? Et à gauche, donc il y a un parti de Pietro Grasso qui s'appelle Libre Ego. Est-ce que c'est un parti d'anciens communistes ou d'extrême gauche? Je voulais savoir sur le Parti démocrate, est-ce qu'il est, par rapport aux migrants, il voulait diminuer ou il voulait pas de changement? Et en fait, j'en viens à un deuxième point. Je crois que l'Italie a 700 000 personnes ont débarqué. Combien sur les 700 000 sont-elles évaporées de personnes? 200 000, 300 000? Et parce qu'en fait, à titre personnel, je vais chaque année en Italie, puisque j'espère devenir résident italien. Donc, à la gare de Vintimille, au mois d'août, il y avait 8 migrants. Est-ce que les centaines de milliers de gens qui sont évaporés, on les retrouvait à la porte de la chapelle? Merci. Ce sont des questions très nombreuses. J'ai compris que vous vouliez vous-même immigrer en Italie, n'est-ce pas, par conséquent? Donc c'est une question qui vous touche de près. Alors ce sont des questions très nombreuses sur le paysage politique italien, sur le rôle de la consulta à l'intérieur du paysage politique italien, à côté du rôle de l'administration qu'on a évoqué. Oui, je vais répondre sur les partis politiques, sachant que sur la Cour constitutionnelle, je ne sais pas si Alessandro précisera des choses, je le laisse parce qu'il avait fait un très bon travail sur les présidences de la République, mais elle jouera un rôle tout à fait important,
puisque justement, elle a déjà joué un rôle sur la constitutionnalité des lois adoptées. Donc, ce sera à chaque fois un point important. Mais je le laisse en parler. Alors, sur les partis démocrates, Noi con Italia, c'est une petite formation d'anciens berlusconiens, de différents centristes, mais c'est 1,5-2% aux dernières élections, qui sont toujours dans la coalition de centre-droit. Pardon, un certain nombre d'entre eux étaient avec Berlusconi, puis ont rompu avec Berlusconi, mais se situent au centre-droit. Fratelli d'Italia, on peut dire que c'est l'héritage effectivement lointain du mouvement social italien, puis de l'Alliance nationale, sur des positions encore plus à droite que la Ligue. D'ailleurs, ils n'ont pas voulu rentrer dans ce gouvernement. Pourquoi n'ont-ils pas voulu rentrer dans ce gouvernement? C'est parce qu'il y a une alliance avec le mouvement 5 étoiles, et ça, ils ne l'acceptaient pas du tout. Sur Libre et Égaux, c'est une coalition de différentes composantes de ce qu'on peut appeler la gauche de la gauche, qui s'est présentée aux élections avec une particularité, c'est que ça a été renforcé par une scission interne du Parti démocrate avec un certain nombre d'anciens dirigeants de ce même parti, très souvent issus de l'ancien Parti communiste italien, mais qui étaient sur des positions réformistes, donc pas du tout communistes, je pense à Massimo D'Alema par exemple, et qui sont des gens qui en fait avaient une hostilité énorme à Matteo Renzi comme personne. Ils ont fait un peu plus de 3% des voix. Et donc c'est très intéressant parce qu'il y a toujours l'idée, le Parti démocrate est allé trop à droite, et donc il fallait recréer une gauche. Et le problème, c'est que l'électorat de gauche qui voulait sanctionner le gouvernement Parti démocrate a gouverné le mouvement 5 étoiles. Et on retrouve la question, comment aujourd'hui ce mouvement 5 étoiles, ces électeurs de gauche venus du Parti démocrate, qui n'ont donc pas choisi Libre et Égaux, mais ont voté mouvement 5 étoiles pour tout le dispositif de mesures sociales, acceptent ou pas l'alliance avec la Ligue, et surtout sur les questions justement des migrants. Le Parti démocrate est typique des formations de centre-gauche européenne sur les questions des migrants. D'un côté, il appelle à la solidarité, à la nécessité d'avoir un comportement humain. Et de l'autre côté, le ministre de l'Intérieur du dernier gouvernement, du gouvernement Paolo Gentiloni, a fait une politique très ferme, d'accord avec les autorités libyennes surtout, pour essayer d'empêcher l'arrivée des flux de migrants qui effectivement sont beaucoup réduits, mais avec des accords sur le cantonnement en Libye dans des conditions qu'ont dénoncé un certain nombre d'organisations non gouvernementales, de conditions de détention et de rétention plus exactement en Libye. Et Miniti avait une position, je vais aller très vite, de type Valls sur les questions des migrants. Donc à la fois solidarité, humanisme, critique par exemple de la mesure actuelle de Matteo Salvini, et en même temps fermeté pour essayer de réduire effectivement le flux de migrants. Alors combien se sont évaporés, c'est la grande question. Alors, évidemment, je ne peux pas vous donner des données, mais effectivement, beaucoup de ces migrants ne veulent pas rester en Italie. Je parle de ceux qui arrivent dans des conditions dramatiques par la Méditerranée, qui arrivent sur les côtes italiennes et qui n'ont qu'une envie, c'est pas spécialement de venir en France. La France est une terre de passage pour essayer d'aller vers la Grande-Bretagne et éventuellement l'Allemagne, éventuellement en France, mais la destination principale, c'est la Grande-Bretagne, c'est les pays du Nord pour lesquels ils pensent avoir des possibilités de trouver du travail. Donc, effectivement, c'est toute la question, quel type de filtrage et quel type, votre expression d'évaporation, je ne peux pas vous dire les données. En tout cas, moi, je ne les connais pas. Je ne sais pas si Alessandro les connaît. Alors, merci d'avoir posé une question. Je répondrai à l'autre sur la Cour constitutionnelle. En effet, c'est une autre institution tout à fait importante. Alors, si ce n'est pas un contre-pouvoir, en tout cas, c'est le garant de la constitutionnalité. Alors, prenons 2-3 cas précis. On pourrait parler de l'OTAN, on pourrait parler de l'euro, on pourrait parler d'autres référendums. En Italie, par la Constitution, on n'a pas le droit de faire des référendums sur les traités internationaux. L'un des gros problèmes pour une éventuelle sortie de l'euro, c'est qu'il ne peut pas y avoir un référendum sur l'euro. Un autre exemple de traité bilatéral, par exemple, pensons à ce qui a été dit sur la ligne à grande vitesse entre Lyon-Turin, sur lequel il y a un accord signé par l'Italie et la France. Il ne peut pas y avoir de référendum sur cette question-là. Plus encore, si jamais il y avait un référendum qui touchait un aspect marginal, c'est-à-dire essayer d'attaquer un gros thème par un petit bout, en fait, c'est toujours la Cour constitutionnelle, qui autorise la tenue d'un référendum et même la formulation de la question. Donc, rien que par ce biais-là, en fait, c'est une autre sorte d'institution qui peut amortir, on peut
portés, on peut dire des coûts portés à la construction européenne. Pour répondre à votre deuxième question, c'est en effet oui, les traités européens font partie du patrimoine constitutionnel italien. Il y a un article de la Constitution italienne qui, en fait, permet l'entrée du patrimoine constitutionnel également dans le domaine italien, ce qui fait que la Cour constitutionnelle italienne est tout à fait compétente pour dire telle ou telle mesure va à l'encontre des traités européens, elle est donc illégale, illégitime, et donc elle va être retoquée. Merci. Merci bien. On va prendre peut-être deux dernières questions. Jean-Claude Arditi et monsieur. Oui, je voulais poser à Marc Lazare la question de savoir si on sait qu'effectivement une partie de l'électorat du mouvement Cinque Stelle venait du centre-gauche, enfin du Parti démocrate. Est-ce qu'on sait interpréter la baisse actuelle dans les sondages par rapport aux dernières législatives du Parti démocrate? Est-ce qu'on sait si c'est dû en partie à ces électeurs de gauche déçus? Et j'avais par ailleurs une question à Jérôme Fourquet. Vous avez cité un certain nombre de principes clivants nouveaux, hein, le diplôme, la localisation territoriale, le Rust Belt, etc. Est-ce qu'il y a des effets de genre qui se produisent également dans ces différentes démocraties? Oui, moi j'avais une question sur... Selon vous, quelle va être l'attitude ou la position du gouvernement vis-à-vis de la mafia, la question de la mafia? Parce que le Movimento Cinque Stelle a fait des scores très importants dans des régions et ces scores ont été interprétés comme des votes anti-mafia. Donc j'aurais voulu avoir votre avis sur justement la position qu'auront ces deux partis vis-à-vis de la question de la mafia. Oui, alors sur le vote ex-électeur, enfin les électeurs du PD vers le mouvement 5 étoiles, oui, c'est incontestable. Toutes les études qui ont été faites, ce qu'on appelle en Italie les flux électoraux, les Italiens, les politologues italiens sont très forts pour ça, le montrent, et encore plus les résultats de géographie électorale dont parlait Jérôme tout à l'heure. Par exemple, le Parti démocrate était très implanté, mais ça remonte au 19e siècle, depuis le socialisme en Émilie-Romagne, en Toscane, en Ombrie et dans les Marches, et dans ces 4 régions, on a vu une progression considérable à la fois de la Ligue et du mouvement 5 étoiles. Donc une partie de l'électorat du PD est allée vers le mouvement 5 étoiles et une petite partie aussi vers la Ligue. Je crois que l'estimation était de 2 millions de pertes de voix en direction du mouvement 5 étoiles. Du coup, ça a enclenché un débat au sein du Parti démocrate lorsqu'il y a eu toute cette phase d'instabilité, puisqu'un certain nombre de gens du PD ont dit on devrait s'allier avec le mouvement 5 étoiles, parce que comme ça on récupérera notre électorat. Et sous-entendu, nous on sait faire de la politique, on va les instrumentaliser et on sera capable de réorienter ce gouvernement, parce que sinon on va avoir le gouvernement le plus à droite de l'Italie, ce qui finalement s'est passé. Matteo Renzi l'a refusé. Et comme il pèse considérablement, même s'il n'est plus le secrétaire du parti, il a empêché cela parce que son objectif, ça a été rappelé dans une autre réunion samedi matin, c'est de constituer ce qu'il a appelé à un moment donné le front républicain, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des pro-européens du Parti démocrate, de Forza Italia, en essayant de mettre de côté Silvio Berlusconi de préférence. Donc de déberlusconiser Forza Italia et de faire ce front républicain. Donc oui, effectivement, un des grands débats du Parti démocrate, c'est comment reconquérir cet électorat du parti vers le mouvement 5 étoiles. Sur la mafia, c'est vrai ce que vous avez dit, et la Ligue aussi se présente comme un mouvement anti-criminalité organisée, puisqu'elle s'est répandue dans toute l'Italie, même dans toute l'Europe. Le mouvement 5 étoiles a une composante, effectivement, anti-mafia, incontestablement. Reste à savoir ce qu'ils feront concrètement. Hein. D'abord dans les régions, sur place et au gouvernement. Pour le moment, on n'en sait rien. Dans leur contrat de gouvernement, il y a un développement sur la criminalité organisée en disant qu'il faut à tout prix prendre des mesures drastiques contre la criminalité organisée. Alors juste sur la question des clivages sociologiques ou démographiques, il n'y a pas de règles qui fonctionnent aussi bien en termes d'orientation politique que le diplôme, quand on veut appliquer ça, par exemple, à d'autres variables statistiques lourdes que sont, par exemple, le clivage homme-femme. Il n'y a pas de règle absolue. On sait en France, par exemple, que pour ce qui est du Front National, c'est un électorat plus masculin que féminin, mais le différentiel s'est considérablement réduit par rapport à l'époque de Jean-Marie Le Pen.
mais on prend un autre mouvement dit populiste de gauche, vote Mélenchon, il n'y a pas de clivage homme-femme par exemple. Et puis dans les autres pays, c'était pas forcément flagrant la différence, et puis ça allait pas toujours dans le même sens. Hein. De la même façon, vous aviez des facteurs générationnels. On est plutôt sur un électorat jeune qui va voter pour ces mouvements-là. Mais c'est pas forcément une règle absolue. Par exemple, en Grande-Bretagne, c'était plutôt l'électorat le plus âgé qui a soutenu le Brexit. Et c'était intéressant parce qu'il y avait une coupure qui n'est pas que symbolique. C'est-à-dire que c'est toutes les générations qui avaient été socialisées politiquement avant l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Donc avant 75, les plus de 65 ans ont voté très massivement pour le Brexit, alors que les générations les plus jeunes, quand elles sont allées voter, parce que c'est ça le problème, beaucoup ne sont pas allés voter, ont voté, elles, en faveur du maintien. Hein, donc le clivage majeur, encore une fois, c'est le niveau de diplôme, la profession, beaucoup plus que l'âge ou le genre. Écoutez, alors nous sommes arrivés au terme de cette très intéressante conférence. L'Europe dans laquelle nous sommes fait que le laboratoire italien est aussi un objet ou un élément de réflexion pour savoir ce que nous-mêmes, dans nos propres frontières, l'avenir nous réserve. Et puis, bien entendu, dans le cadre des structures européennes, l'évolution politique de chacun des pays. Et il n'a qu'à voir l'intérêt que cette conférence a pu susciter, ou les commentaires permanents dans la presse française et dans toutes les presses de l'Union européenne de ce qui se passe dans chacun des pays de l'Union, pour que nous soyons persuadés de cette interdépendance. Alors pour l'instant, le tableau n'est pas extrêmement favorable, mais j'ai retenu de l'analyse qui a été faite de l'évolution des cartes électorales que si en 1963, on avait l'impression que l'Est était tout à fait en avant alors que l'Ouest était à la traîne, les choses avaient changé. Et donc on peut espérer que d'ici 20 ou 30 ans, nous aurons un paysage complètement réconcilié et que notre Union européenne sera l'avenir radieux de l'ensemble de la population. Merci beaucoup.